Ils avaient la vitesse, le style et l'argent, mais même des millions n'ont pas pu empêcher ce qui est arrivé ensuite. Des Bugatti enroulés autour de poteaux, aux Lamborghini réduites en boules de feu, ces accidents de voitures de luxe ne se sont pas seulement terminés par du métal tordu, ils se sont terminés par la mort. Choc, images choquantes et brutalement réalistes, voici les moments les plus hantants jamais capturés par une caméra. Même des millions ne peuvent pas racheter une seconde chance. Voici 2 heures des accidents de voitures de luxe les plus troublants et mortels. Le 10 mai 2025, dans le nord de l'Espagne, un couple britannique, âgé de 78 et 58 ans, circulait à bord d'une Ferrari 488 GTB noire sur la route montagneuse N621, dans la province de León. Il faisait partie d'un groupe d'une vingtaine de propriétaires de Ferrari britanniques participant à un rallye de prestige. Ce modèle, d'une valeur dépassant les 400 000 $, peut atteindre 205 miles par heure, 330 km par heure. Ce n'était pas une simple excursion touristique, mais un événement minutieusement organisé pour passionnés de voitures de luxe. La N621, réputée pour ses paysages alpins spectaculaires, est aussi tristement célèbre pour ses virages serrés, ses dénivelés brusques et ses passages étroits. Elle offre des panoramas époustouflants, mais nécessite une attention maximale, surtout au volant d'une telle bête de course. Le groupe avait rejoint la ville de León la veille, tous impatients de profiter d'un week-end panoramique. Mais, en début d'après-midi, la situation a basculé. À 13h47, les secours furent alertés. Un véhicule était sorti de la route et était tombé dans la rivière Yusso. Selon plusieurs témoins, la Ferrari avait perdu le contrôle dans un virage et avait basculé par-dessus la berme. Elle s'était retournée pour atterrir la tête en bas dans l'eau peu profonde, les 2 occupants piégés à l'intérieur. La garde civile intervint en premier, rapidement suivie par les pompiers et les équipes médicales. L'accès au site était particulièrement ardu. Arbres denses, broussailles et terrains accidentés entourant la rivière. Pour atteindre la Ferrari, les pompiers durent dégager la végétation à la tronçonneuse. Le véhicule, lourdement endommagé, avait le toit écrasé et gisait à moitié immergé. Des débris jonchaient plusieurs mètres à la ronde. Les équipes de secours travaillèrent plus de 6 heures pour dégager la voiture et ses occupants. Il fallut découper les portières afin de sortir les corps, puis redresser lentement la carcasse, tant l'engin était tordu par l'impact. Leur identité n'a jamais été révélée, mais les autorités confirmèrent leur nationalité britannique. Les plaques d'immatriculation anglaises et leur participation au rallye étaient des indices indiscutables. D'après des témoins, la Ferrari roulait bien au-dessus de la vitesse autorisée avant l'accident et était seule, aucun autre véhicule n'étant impliqué. Les enquêteurs n'ont pas encore établi la cause précise du crash. Certains pensent que la voiture a dérapé en sortie de virage, d'autres soupçonnent un malaise soudain du conducteur. Un expert local en sécurité routière a souligné qu'une auto de 700 chevaux exige une maîtrise absolue, notamment sur ce type de chaussée sinueuse. Les photographies prises sur les lieux montrent la Ferrari renversée dans l'eau calme, encadrée par une végétation luxuriante. Un contraste saisissant entre la quiétude du paysage et la violence du choc. Les sauveteurs ont témoigné de la difficulté émotionnelle de passer des heures à tenter de récupérer 2 personnes déjà perdues. Le Foreign, Commonwealth and Development Office du Royaume-Uni a confirmé le décès des 2 victimes et apporté son soutien aux familles. Dès le lendemain, la nouvelle avait fait le tour de l'Europe, suscitant stupeur et condoléances sur les réseaux sociaux. Les autorités poursuivent leurs investigations. Examen de l'état de la route, analyse du véhicule et relecture des témoignages. On ignore encore si le couple est décédé du choc ou asphyxié sous l'eau. Ce drame n'est pas le premier impliquant des touristes britanniques en Espagne. Quelques mois plus tôt, une femme avait été grièvement blessée à Minorque et 2 hommes avaient péri dans un accident de bateau. Pourtant, cet accident de rallye se distingue. Un cadre idyllique, un bolide puissant et une route redoutable ont abouti à l'issue la plus tragique. La Ferrari a finalement été extraite de la rivière en fin de journée, mais, quelle qu'en soit la cause, ce sont 2 vies qui ont été fauchées. Pour les proches des victimes et les secours mobilisés, l'N621 restera à jamais associée à cette tragédie plutôt qu'à sa beauté. Nous sommes le 19 avril 2025 à Concordia Sagittaria, une paisible cité du nord de l'Italie. Luca Pito, 51 ans, propriétaire d'une entreprise de construction, venait tout juste de s'offrir sa nouvelle Lamborghini Gallardo. Assis à ses côtés, un ami partageait sa joie. Ce rêve longtemps caressé venait enfin de se concrétiser. La Gallardo, supercar d'environ 90 000 livres,
Sterling et capable d'atteindre 320 km/h, lui était encore peu familière. Ce début d'après-midi, vers 14 h, Luca roulait sur une étroite route de campagne bordée de champs et de fossés peu profonds. D'après les témoins, la Lamborghini a brutalement accéléré, puis quelques instants plus tard, a dérapé, s'est envolée et a terminé sa course la tête en bas dans un des canaux voisins. L'eau n'y mesurait que 28 cm de profondeur, mais l'impact a projeté de la boue et de l'eau dans l'habitacle, immergeant presque aussitôt le véhicule et emprisonnant Luca et son passager. Des automobilistes ont assisté à la scène et appelé les secours. Certains ont tenté de dégager les portières coincées, en vain. Les équipes de secours sont arrivées rapidement. Elles ont d'abord extrait le passager, encore vivant mais grièvement blessé, puis l'ont transporté à l'hôpital de Portogruaro. Ses blessures, bien que sérieuses, n'étaient pas mortelles. Luca, lui, était resté plus longtemps sous l'eau, toujours attaché à son siège et ne réagissait pas lorsque les sauveteurs l'ont sorti. Malgré les efforts des ambulanciers, il a été déclaré décédé sur place. La noyade était la cause la plus probable. La nouvelle a bouleversé la petite communauté. Luca, réputé pour sa prudence et sa générosité, était très apprécié. Il était marié à Sonia Trevan et père d'un fils, Andrea, et, après avoir déjà perdu 2 frères et une belle-sœur des suites de maladies, il était devenu le dernier enfant encore en vie de ses parents. Choqués, la municipalité et les habitants ont suivi l'affaire de près. Le maire Claudio Odorico a qualifié sa disparition de lourde perte pour la communauté. La police locale et le parquet de Portogruaro ont ouvert une enquête approfondie, explorant toutes les hypothèses, défaillances techniques ou erreurs de conduite. Les premières reconstitutions ont mis en évidence une perte de contrôle à grande vitesse. Certains évoquent la configuration piégeuse de cette portion de route ou un problème d'adhérence, mais rien n'est encore confirmé. La Lamborghini a été examinée pour détecter d'éventuels défauts mécaniques. Pendant que les experts cherchent à comprendre, la famille de Luca est plongée dans le deuil. Son épouse et son fils, inquiets de ne plus le voir rentrer ni répondre à ses appels, ont appris la tragédie avec stupeur. Luca a été inhumé le mercredi 23 avril à Portogruaro. Restaurateurs et commerçants locaux qui le connaissaient personnellement témoignent de son caractère attentif et toujours prêt à rendre service. À ce jour, les enquêteurs n'ont pas encore tranché sur l'origine exacte du drame. Question technique ou simple imprudence, le résultat reste le même. Une supercar taillée pour la vitesse et le contrôle a tourné au cauchemar dans des mains peu expérimentées. Quant à comprendre comment ce court canal a pu devenir le cadre d'une telle tragédie, la réponse se fait encore attendre. Le passager de Luca poursuit sa convalescence à l'hôpital, tandis que la communauté attend des explications et garde en mémoire l'héritage d'un homme qui, par sa discrétion, a marqué tant de vies. C'était en septembre 2023 en Sardaigne, en Italie. Un groupe de touristes fortunés traversait la campagne près de la petite ville de San Giovanni Suergiu. Il faisait partie du Sardinia Supercar Experience, un rallye de luxe durant lequel les participants conduisent des Ferrari et des Lamborghini à travers des paysages pittoresques tout en séjournant dans des établissements haut de gamme. Parmi eux se trouvait une Ferrari Portoino rouge qui transportait Marcus Crowley, âgé de 67 ans, et sa femme Melissa, âgée de 63 ans. Le couple, originaire de Wallace, près de Zurich en Suisse, était passionné par les voyages, le luxe et les voitures rapides. Marcus dirigeait une entreprise de logistique possédant des bureaux en Suisse, en Belgique et au Portugal, tandis que Melissa travaillait dans les ressources humaines au sein de la même société. Pour eux, ce rallye, dont la participation coûtait entre 10 000 et 21 000 livres, fut l'une des nombreuses aventures qu'ils avaient partagées. Dans le groupe se trouvait également une Lamborghini Huracan bleue, conduite par le milliardaire indien Vikas Oberoi, à la tête d'Oberoi Realty, une entreprise qui développe des propriétés et hôtels de luxe en Inde, et dont la valeur nette est estimée à 3,6 milliards. Sa femme Gayatri Joy, actrice de Bollywood surtout connue pour son rôle dans Sets, était assise sur le siège passager. Ce jour-là, le groupe se dirigeait vers le nord, passant de Fort Village à Maurice, le long de la route d'État 195 Salsatana, une voie étroite à 2 voies traversant la campagne sarde. Ce qui devait être une promenade fluide se transforma rapidement en un accident mortel. Un officier de police allemand en vacances captura des images de dashcam qui révélèrent la suite des événements. Un camping-car blanc se trouvait devant les supercars et les ralentissait. Certains conducteurs du convoi avaient déjà été aperçus plus tôt dans la journée en train d'ignorer les règles de circulation.
La route étroite laissait peu de marge pour des dépassements en toute sécurité, mais l'un des conducteurs semblait impatient. La vidéo montre ainsi la Lamborghini tentant de dépasser le camping-car. Au même instant, Marcus, à bord de sa Ferrari, essayait de dépasser les deux véhicules par l'arrière. La Lamborghini dévia alors sur la trajectoire de la Ferrari et les deux voitures entrèrent en collision. La Lamborghini heurta le camping-car, le faisant basculer sur le côté et bloquant les deux voies de circulation. La Ferrari dévia de la route, heurta un talus herbeux et prit feu. Une épaisse fumée s'éleva dans les airs. Le feu se propagea rapidement, piégeant Marcus et Melissa à l'intérieur. Des témoins rapportèrent avoir entendu des cris. Les secours, pompiers et ambulances aériennes inclus, arrivèrent rapidement, mais le véhicule était déjà réduit en cendres. Marcus et Melissa ne survécurent pas. Des photos du lieu de l'accident montrent la Ferrari renversée et brûlée au point d'être méconnaissable, tandis que la Lamborghini s'était retrouvée au bas d'une pente entourée de poussière et de fumée. Le camping-car, lui, était étalé sur le côté, obstruant la route. À l'intérieur se trouvait un homme de 61 ans, Lorenzo, et sa femme de 62 ans, tous deux touristes venus du nord de l'Italie. Après l'impact, ils se retrouvèrent de travers dans leur siège, parvinrent à ramper hors du véhicule et furent ensuite soignés pour des blessures ne mettant pas leur vie en danger. Vikas Oberoi et Guyatri Joy, quant à eux, ne furent pas blessés. Guyatri fut même vue assise par terre en pleurant, tandis que Vikas demeurait sous le choc à proximité. La police ouvrit immédiatement une enquête. Les trois véhicules, la Lamborghini, la Ferrari et le camping-car, furent saisis pour examen et les images de dashcam fournies par l'officier allemand devinrent un élément clé du dossier. Ces images montraient notamment la Lamborghini franchissant une ligne blanche continue, ce qui en Italie signifie qu'un dépassement est interdit. Bien que Vikas Oberoi n'ait pas été officiellement inculpé, les procureurs l'ont placé sous enquête pour ce que la loi italienne qualifie de double homicide routier. N'étant pas empêché de quitter le pays, il retourna en Inde peu de temps après l'accident. Des séquences, publiées en ligne, montrèrent par la suite que d'autres conducteurs du rallye franchissaient des feux rouges et ignoraient les règles de circulation, laissant entendre que des comportements imprudents étaient monnaie courante lors de l'événement. Le Sardinia Supercar Experience est ainsi présenté comme une tournée de conduite haut de gamme, où les participants arrivent soit avec leur propre voiture de luxe, soit en louent une. Pour Marcus et Melissa, ce qui avait débuté comme un voyage excitant se termina en tragédie. L'accident détruisit 3 véhicules, coûta 2 vies et laissa d'autres personnes profondément traumatisées. Les enquêteurs continuent de travailler pour déterminer exactement qui fut responsable de ce drame. Nous étions le 25 avril 2002 à La Ceiba, au Honduras. Lisa Left Eye Lopes, la célèbre rappeuse du groupe TLC, se trouvait en retraite spirituelle en quête de paix. Elle avait 30 ans et avait connu à la fois le succès et les épreuves dans sa vie. Après les défis qu'elle avait affrontés dans sa carrière et sa vie personnelle, Lisa avait décidé de faire ce voyage dans les jungles paisibles du Honduras pour trouver clarté et guérison. Quelques semaines plus tôt, Lisa avait été impliquée dans un accident tragique. Un garçon de 10 ans nommé Byron Fuentes avait été percuté par le minibus dans lequel elle voyageait, conduit par son assistant. Malgré leurs efforts pour le sauver, le garçon est décédé. Cet événement a profondément marqué Lisa. Étrangement, le garçon portait le même nom de famille qu'elle, Lopes, ce qui lui a fait croire qu'un esprit qui devait prendre sa vie avait pris celle du garçon par erreur. Cette pensée la hantait alors qu'elle continuait sa quête spirituelle. Pendant son séjour au Honduras, Lisa filmait ses expériences avec une caméra portative. Ces enregistrements ont ensuite été transformés en un documentaire intitulé « The Last Days of Left Eye ». Ce film dévoilait un côté vulnérable de Lisa que peu de gens avaient vu. Derrière son image publique fougueuse, elle luttait contre des douleurs du passé, incluant son enfance difficile et sa relation tumultueuse avec son ex-petit ami, André Rison. Elle avait autrefois incendié ses chaussures dans un moment de colère, mais au fond, elle recherchait la paix intérieure. Aux Honduras, Lisa pratiquait le jeûne, la méditation et suivait un régime alcalin influencé par le docteur Sebi, qui prétendait que cela pouvait guérir des maladies. Elle croyait que cela lui apporterait la clarté spirituelle qu'elle désirait. Malgré ses efforts, Lisa n'arrivait pas à se débarrasser du sentiment qu'un événement sombre allait se produire. Le jour de sa mort, Lisa et ses amis conduisaient une Mitsubishi Montero de location, filmant d'autres séquences pour son documentaire. Lisa était au volant lorsqu'elle aurait fait un écart pour éviter une voiture qui s'était arrêtée brusquement devant elle. Elle a perdu le contrôle de la voiture, qui a fait plusieurs tonneaux. Lisa, qui ne portait pas de ceinture de sécurité, a été éjectée du véhicule. Les blessures à sa tête et sa poitrine lui ont été fatales. La mort de Lisa a choqué le monde. Son énergie vibrante et son talent ont laissé une marque indélébile dans l'industrie musicale. TLC
avait été l'un des groupes les plus influents des années 1990 et la voix unique de Lisa et son style étaient essentiels à leur succès. Bien qu'il ait été confirmé que Lisa roulait à vive allure, l'influence de substances ou d'alcool a été écartée. Ce n'était qu'un tragique accident. Dans les semaines qui ont suivi sa mort, les fans et d'autres artistes ont exprimé leur chagrin. La présence de Lisa a laissé un vide impossible à combler. Les images qu'elle avait filmées pendant son séjour au Honduras ont été publiées en 2007 dans The Last Days of Left Eye, offrant un aperçu de sa quête spirituelle et de ses pensées finales. Même après sa mort, des questions demeuraient. Certains se demandaient si sa conviction qu'un esprit avait pris par erreur la vie de Byron au lieu de la sienne était d'une certaine manière liée à sa propre mort. Ces questions sans réponse ont laissé les fans spéculer sur ces dernières semaines. Sa mère, Wanda Lopes, a par la suite intenté un procès contre Mitsubishi, affirmant que le véhicule que Lisa conduisait avait tendance à se retourner. Bien que cela ait attiré l'attention sur la sécurité de la voiture, l'issue du procès reste floue. Dans un coup douloureux, des photos du corps de Lisa ont été divulguées en ligne peu après sa mort, provoquant plus de chagrin pour sa famille et indignation chez ses fans. Malgré cette atteinte à la vie privée, l'héritage de Lisa continue de briller à travers sa musique et les souvenirs de ceux qui l'ont connue et aimée. TLC a continué, mais l'absence de Lisa s'est toujours fait ressentir. Tion Tiboz, Watkins et Rosonda Chili, Thomas ont honoré leur ami de nombreuses façons, bien que la perte soit toujours lourde. Les fans se posent encore des questions sur les mystères entourant les dernières semaines de Lisa. C'était le 30 octobre 2015 à Los Angeles, Californie. Richard Panania, âgé de 20 ans et originaire de Burbank, se rendait à son premier jour de travail au Glendale Collision Center. Il adorait les voitures et attendait ce poste avec impatience. Ce vendredi matin, il était au volant de sa Ford Fiesta 2004, filant à toute allure sur la voie sud de la 5 Freeway. Mais à 7 heures, Richard n'était plus là. Et la manière dont tout s'est déroulé laissa des gens à travers le pays incrédules. Il y a à peine 5 jours, le 25 octobre, la famille de Richard avait participé à un rituel religieux. Il s'agissait d'une offrande chrétienne arménienne traditionnelle appelée matag, un sacrifice d'agneau accompli pour remercier Dieu d'avoir épargné la vie de quelqu'un après un grave problème de santé. On croit également que ce rituel offre une protection contre d'éventuels dangers futurs. Richard avait déjà traversé d'importantes épreuves sanitaires. Son cousin, Armen Kardashian, rappelait que sa vie avait déjà été épargnée par le passé, et la famille pensait que ce rituel le protégerait à l'avenir. Mais quelques jours plus tard, quelque chose d'entièrement inattendu se produisit. Ce matin-là, vers 7 heures, Richard circulait dans le secteur de Griffith Park sur l'Interstate 5. Des témoins le virent rouler à vive allure, zigzaguer entre les voies et doubler des voitures sur l'accotement droit. À un moment donné, sa voiture entra légèrement en collision avec l'arrière d'un pick-up Ford F-150 circulant à environ 80 km/h. L'impact fit chavirer la voiture de Richard à plusieurs reprises, la fit rouler sur un talus, et ensuite quelque chose d'à peine croyable se produisit. Richard fut éjecté de sa voiture, propulsé avec une telle force, son corps fut lancé à plus de 20 pieds dans les airs. Il atterrit sur le sommet d'un grand panneau routier indiquant la sortie Colorado Street, suspendu bien au-dessus de la chaussée. Au début, les automobilistes crurent qu'il s'agissait d'une blague d'Halloween, tant la scène semblait irréelle. Mais c'était bel et bien réel. Le corps de Richard gisait sur le rebord du panneau, en pleine vue des usagers de la route en contrebas. Les appels d'urgence affluèrent et les pompiers se précipitèrent sur les lieux. À leur arrivée, la circulation avait cessé totalement. Un camion-échelle fut dépêché et un drap blanc fut soigneusement disposé sur le corps de Richard. Il fallut plus de 2 heures avant qu'un représentant du coroner ne se présente. Finalement, les sapeurs-pompiers parvinrent à le décrocher du panneau. Des enquêteurs de la California Highway Patrol se mirent alors à examiner les circonstances de l'accident. L'officier Edgar Figueroa confirma que Richard roulait de manière imprudente et qu'il ne portait pas sa ceinture de sécurité. Chaque fois que vous roulez à grande vitesse sans ceinturer, il y a de fortes chances que vous soyez gravement blessé, affirma-t-il. Le porte-parole du Los Angeles Fire Department, Brian Humphrey, ajouta que, quand les secours arrivèrent, Richard était déjà décédé. L'accident s'est produit près d'Atwater Village, juste à l'extérieur de Griffith Park. Les enquêteurs durent fermer cette portion d'autoroute pendant plusieurs heures. Mais le plus troublant n'était pas seulement l'accident lui-même, c'était la manière dont le corps de Richard se retrouva accroché à ce panneau. Beaucoup peinèrent à comprendre. Plus tard, le cousin de Richard, Armen, donna davantage de détails. Il affirma que Richard portait toujours sa ceinture et avait même installé un harnais à 5 points dans sa voiture. Armen décrivait Richard comme quelqu'un de prudent et soucieux de la sécurité. Pourtant,
Les agents de la CHP étaient convaincus qu'il ne portait aucun dispositif de retenue au moment du crash. Ce qui rendait la situation encore plus dérangeante, c'était le timing. Il y a à peine 5 jours, la famille de Richard avait accompli le matage pour le protéger des dangers. Sur une page GoFundMe, Armen écrivait « Dans la culture arménienne, on pratique des sacrifices lorsque quelqu'un échappe à la mort, comme la vie de Richard a déjà été épargnée une fois. » Mais désormais, Richard n'était plus là. Armen qualifiait la situation d'ironiquement tragique. Non seulement Dieu a choisi d'emporter la vie de ce jeune homme, mais il a décidé d'en faire un véritable spectacle. De retour chez lui, la famille de Richard fut laissée déboussolée et le cœur brisé. L'image de son corps accroché à ce panneau routier resta gravée dans la mémoire de tous ceux qui la virent. Le lieutenant-coroner David Smith rapporta que Richard avait subi de multiples fractures, mais que la cause exacte de son décès n'était pas immédiatement déterminée. Le conducteur du pick-up ainsi que ses 2 passagers ne furent pas blessés. Pourtant, la scène affecta profondément ceux qui en furent témoins, en particulier les premiers intervenants et les automobilistes. La famille de Richard se souvient de lui comme d'une personne aimable et désintéressée. Il aimait travailler de ses mains et était passionné par les voitures. Ce vendredi matin, il était sur le point de commencer un nouveau chapitre de sa vie. Mais il ne l'atteignit jamais. Une page GoFundMe permit de récolter plus de 13 000 $ en une journée pour couvrir les frais funéraires. Sa famille le décrivait comme quelqu'un possédant, une belle âme qui prenait toujours le temps de montrer qu'il tenait aux autres. Ils espéraient que le Matag le protégerait. Mais au lieu de cela, sa vie s'est éteinte de la manière la plus publique et inexplicable qu'on puisse imaginer. C'était une matinée paisible en 2022 lorsque Landon Ambry, âgé de 34 ans, prit sa moto pour ce qui semblait être une balade ordinaire. Il avait passé des années à explorer les vastes routes de l'Utah à bord de sa chère Harley-Davidson. Pour lui, la moto n'était pas qu'un simple loisir, c'était une véritable passion. Mais ce trajet allait se révéler être le dernier. Landon était reconnu pour sa nature bienveillante et loyale. En tant qu'aîné de 4 frères et sœurs, il était toujours présent pour sa famille. Il assistait aux matchs de football de sa nièce, soutenait ses proches et n'hésitait jamais à aider ceux qui étaient dans le besoin. À quelques jours de l'accident, il avait même surpris sa mère, Santi, en lui offrant des fleurs. Un geste simple, mais chargé d'émotion. Ce matin-là, Landon roulait vers le sud sur l'Interstate 15, près de Draper, dans l'Utah. Simultanément, une Tesla Model 3 de 2020 se déplaçait dans la même direction, avec son système Autopilot activé. Cette fonction de conduite semi-autonome, conçue pour aider à gérer la vitesse et la direction, requiert néanmoins que le conducteur reste pleinement attentif. Selon les rapports, le conducteur de la Tesla était extrêmement fatigué et pas totalement conscient de son environnement. Le véhicule, circulant entre 75 et 80 miles par heure, percuta l'arrière de la moto de Landon. L'impact le projeta de sa monture et il perdit la vie sur le coup. Lorsque les autorités arrivèrent sur les lieux, elles retrouvèrent le corps de Landon sur le bas-côté. Sa famille fut dévastée lorsque la police se présenta à leur porte pour annoncer cette nouvelle déchirante. L'accident souleva de vives inquiétudes quant au système autopilot de Tesla. Le conducteur déclara à la Utah Highway Patrol qu'il n'avait pas aperçu Landon avant la collision, remettant ainsi en question l'efficacité de la technologie. En effet, le système, conçu pour détecter les véhicules et prévenir les accidents, n'avait pas réussi à repérer la moto de Landon. La National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, lança une enquête sur cet incident. Ce n'était pas la première fois que l'autopilote de Tesla se retrouvait impliqué dans un accident grave. Depuis 2016, la NHTSA étudie plus de 30 cas similaires, dont certains ont également fait des victimes. L'accident de Landon est ainsi devenu le 38e dossier examiné au niveau fédéral, soulignant les inquiétudes persistantes entourant cette technologie. Submergée par le chagrin, la famille de Landon décida d'agir en justice. Elle déposa une plainte contre Tesla, arguant que le système autopilot était défectueux et dangereux. Selon eux, la technologie avait failli à détecter correctement les motos, un problème qui se serait déjà manifesté dans des cas antérieurs. La plainte mettait également l'accent sur le comportement du conducteur de la Tesla. La famille insistait sur le fait que ce dernier aurait dû rester pleinement concentré sur la route, au lieu de se reposer sur le système autopilote. Bien que Tesla présente ce système comme une technologie avancée, il demeure un simple outil d'assistance, loin d'être une fonction de conduite entièrement autonome. L'affaire suscita rapidement un vif intérêt du public. De nombreuses personnes s'exprimèrent sur les réseaux sociaux, dénonçant les risques liés à la conduite autonome. L'ami proche de Landon, Samuel Case, partagea sa colère en ligne, affirmant que son ami avait payé de sa vie pour un système qui n'était pas prêt à être déployé dans le monde réel. La mort de Landon n'était pas un incident isolé.
L'autopilote de Tesla avait déjà été associé à de nombreuses collisions et des experts commençaient à remettre en question la sécurité réelle de cette technologie. La NHTSA avait ouvert plusieurs enquêtes sur des accidents similaires, dont 3 collisions impliquant des Tesla en l'espace d'un mois. La problématique semblait particulièrement préoccuper les motocyclistes, le système de Tesla peinant à détecter les véhicules de moindre taille. Au fil du procès, la famille de Landon affirma clairement qu'elle souhaitait obtenir plus que la simple justice pour leurs proches disparus. Elle réclamait que Tesla améliore sa technologie afin de prévenir de futurs accidents similaires, tout en estimant que le conducteur devait assumer sa part de responsabilité pour son manque de vigilance. Tesla, quant à elle, resta silencieuse sur l'affaire, refusant tout commentaire. Le conducteur du véhicule n'a pas été immédiatement inculpé, et il reste incertain s'il devra faire face à des conséquences judiciaires. Pour la famille de Landon, la douleur de sa perte était d'autant plus vive qu'il savait que sa mort aurait pu être évitée. Amis et proches se remémoraient sa gentillesse et sa générosité. Sa sœur, Lindsay, évoquait avec émotion la présence constante qu'il avait eue pour elle. Ses parents, Sandy et Lloyd, peinaient à concevoir la vie sans leur fils. Alors que l'enquête sur le système autopilote de Tesla est toujours en cours, la mort tragique de Landon alimente un débat crucial sur l'avenir de la technologie de conduite autonome. Sa famille espère qu'en s'exprimant, elle pourra inciter à des changements destinés à rendre les routes plus sûres pour tous, et plus particulièrement pour les motocyclistes, qui restent parmi les usagers les plus vulnérables. Seul l'avenir dira si Tesla sera tenu responsable, mais une chose est certaine. L'histoire de Landon Embry est désormais inscrite au cœur d'un débat bien plus vaste, qui est loin d'être terminé. C'était en décembre 2024 à Dallas, Texas. Juste après 15 heures, une hypercar McLaren noire d'une valeur de 400 000 $ filait sur Abrams Road, dans le quartier de Lake Highlands. Ce lieu se trouvait tout près du Forest Meadow Middle School et les élèves venaient sans doute d'être libérés pour la journée. La circulation commençait à s'intensifier et des témoins affirmaient que le moteur rugissait tandis que la voiture filait à une vitesse incroyable. À l'intérieur du véhicule se trouvaient 2 hommes, Christoël Flores Espino, âgé de 29 ans, et Robert Leroy Rocha, âgé de 31 ans. Ils traversaient un quartier regorgeant de familles et d'enfants rentrant de l'école. Alors qu'ils s'approchaient de l'intersection d'Abrams Road et de Royal Lane, quelque chose tourna mal. La McLaren perdit le contrôle, dévia de la route et heurta violemment un grand arbre. L'impact fut suffisamment violent pour fendre le véhicule en 2. La partie avant s'enroula autour de l'arbre, tandis que la section arrière fut projetée à plus de 9 mètres le long de la route. Des débris de la voiture furent éparpillés sur la chaussée et le trottoir, et Christoël ainsi que Robert ne survivirent pas. Les secours de Dallas Fire Rescue arrivèrent rapidement, mais les 2 hommes avaient déjà rendu l'âme. Les dégâts étaient si importants que les intervenants durent déployer des outils lourds pour accéder aux décombres. Ce n'était pas un accident ordinaire, c'était une destruction totale. Un autre véhicule, une berline Toyota dorée, était également impliqué. Une femme en était aux commandes. Elle perdit le contrôle, heurta un arbre distinct et fut transportée à l'hôpital avec des blessures ne mettant pas sa vie en danger, bien que l'avant de sa voiture ait été gravement endommagé. L'impact fut si bruyant que les riverains se précipitèrent dehors. Plusieurs appelèrent le 911 tandis que d'autres enregistrèrent la scène. Les photos et vidéos publiées en ligne montrèrent à quel point l'impact avait été extrême. La McLaren était à peine reconnaissable. La partie avant, écrasée autour de l'arbre, contrastait avec la section arrière, presque intacte mais complètement détachée. On pensait qu'il s'agissait d'une McLaren 570S coupé, réputée pour ses hautes performances, équipée d'un moteur V8 biturbo de 3,8 litres, capable d'accélérer de 0 à 62 miles par heure en 3,2 secondes et d'atteindre une vitesse maximale de plus de 200 miles par heure. Pourtant, ce bolide, conçu pour des environnements contrôlés, n'était absolument pas fait pour la conduite en ville. La police ferma immédiatement Abrams Road, en particulier la zone avoisinant l'école, et les enquêteurs se rendirent sur place pour relever les traces de freinage, baliser les débris et recueillir des preuves. Au départ, la cause de l'accident demeurait incertaine. Le lieutenant Trace Jones expliqua aux journalistes le lendemain que les équipes enquêtaient toujours sur les circonstances ayant conduit à ce drame, en examinant minutieusement tous les facteurs possibles, sans trouver la moindre trace d'une poursuite policière, ni même d'un vol signalé du véhicule. Par ailleurs, aucune substance n'avait été confirmée à ce stade. L'emplacement même de l'accident accentuait la gravité des faits. Ce n'était pas une autoroute, mais une zone scolaire où les enfants regagnent leur domicile à pied, aidés par des agents de sécurité pour traverser en toute sûreté. Rouler à une telle vitesse dans ce contexte n'était pas seulement risqué, c'était carrément dangereux pour tous les habitants du quartier. Les images de l'accident se répandirent rapidement sur Internet et choquèrent le public.
Une voiture d'une valeur de centaines de milliers de dollars, déchirée comme on déchire du papier. Le lendemain, bougies et fleurs furent déposées sur les lieux, alors que les habitants venaient rendre hommage. Bien que Christoël et Robert n'aient pas été des figures publiques, leur décès toucha profondément le quartier. La structure en fibre de carbone de la McLaren est conçue pour supporter des impacts extrêmes. Cependant, malgré ce niveau de protection, l'accident fut d'une violence inouïe. L'avant fut écrasé jusqu'à en devenir méconnaissable, tandis que la section arrière, abritant le moteur, fut projetée sans pouvoir sauver aucun des occupants. Aucune sécurité n'aurait pu empêcher ce drame à cette vitesse. À Dallas, la conductrice de la Toyota fut par la suite relâchée de l'hôpital et se mit à collaborer avec la police, son témoignage offrant un éclairage précieux sur ce qui s'était passé juste avant l'accident. La cause officielle n'ayant toujours pas été confirmée, les enquêteurs examinent l'ensemble des images, des données du véhicule et des déclarations des témoins afin de déterminer si la vitesse était le seul élément en cause ou si un autre facteur a déclenché l'accident. Tout cela s'est produit à moins de 10 miles du centre-ville de Dallas. Un véhicule aussi puissant que la McLaren 570S n'était pas destiné à circuler sur ce type de route, et lorsqu'une telle puissance est déployée en zone scolaire, les conséquences peuvent être dévastatrices. En l'espace de quelques secondes, Christoël et Robert perdirent la vie, transformant un après-midi ordinaire en une scène de destruction inoubliable. Les enquêteurs continuent de chercher des réponses, laissant deux familles tenter de comprendre comment tout cela a pu se produire. C'était juste après minuit, le 31 août 1997 à Paris, France. La princesse Diana avait passé la soirée avec son compagnon, Dodi Al-Fayed, au Ritz Paris, un hôtel appartenant au père de Dodi, Mohamed Al-Fayed. Le couple venait de revenir de vacances à bord du yacht de Mohamed et était arrivé à Paris la veille. Ce n'était qu'une escale avant que Diana ne retourne à Londres pour retrouver ses fils, le prince William et le prince Harry. Après son divorce avec le prince Charles, Diana avait cherché à préserver plus de vie privée. Sa relation avec Dodi semblait être un nouveau départ, mais les paparazzi ne la laissaient pas en paix. Ce soir-là, les médias les suivaient, rendant impossible de profiter d'un dîner tranquille. Ils avaient donc choisi de manger à l'abri des regards, dans la suite impériale du Ritz, pour éviter la presse. Juste après minuit, Diana et Dodi décidèrent de quitter l'hôtel et de se rendre à l'appartement de Dodi. Ils espéraient éviter les paparazzi en sortant discrètement par la sortie arrière. Henry Paul, le chef de la sécurité de l'hôtel, conduisait la Mercedes noire S280. Le plan était de partir sans être vu, mais il a rapidement échoué. Henry Paul, qui a été retrouvé avec de l'alcool dans le sang, accéléra, emmenant Diana, Dodi et leur garde du corps, Trevor Rhys-Jones. Seul Rhys-Jones portait sa ceinture de sécurité, une petite décision qui aurait de lourdes conséquences. Alors qu'ils circulaient dans Paris, les paparazzi continuaient de les poursuivre. Henry Paul accéléra pour leur échapper, atteignant des vitesses dangereusement élevées. Vers minuit 25, le véhicule entra dans le tunnel du pont de l'Alma à environ 195 km/h. La voiture perdit le contrôle, heurta un pilier en béton, fit des tonneaux et s'immobilisa. Un médecin français en passant, le docteur Frédéric Maillet, aperçut l'accident et s'arrêta immédiatement pour aider. La scène était horrifiante. Diana était toujours en vie mais inconsciente, tandis que Rhys-Jones était blessé mais conscient. Le docteur Maillet utilisa un sac respiratoire pour aider Diana à respirer pendant l'arrivée des secours. À minuit 40, il était clair que Henry Paul et Dodi Al-Fayed étaient décédés sur les lieux. Malgré la tragédie, les paparazzi continuaient de prendre des photos des débris. 7 d'entre eux furent ensuite arrêtés pour leur implication. Le sergent Xavier Gourmelon, l'un des premiers intervenants, se souvint d'avoir entendu les derniers mots de la princesse Diana. « Mon Dieu, que s'est-il passé ?» Après avoir été libérée des décombres, elle souffrit d'un arrêt cardiaque. Gourmelon lui administra des gestes de réanimation, la réanimant brièvement, mais son état restait critique. À 2 heures du matin, Diana fut transportée d'urgence à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Malgré plusieurs heures de chirurgie, ses blessures étaient trop graves, elle avait subi des dommages internes majeurs dont une déchirure dans sa veine pulmonaire. À 4 heures du matin, Diana fut déclarée morte à l'âge de 36 ans. La nouvelle de la mort de Diana choqua le monde. À 6 heures du matin, le docteur Alain Pavy, chef du service de cardiologie à l'hôpital, confirma son décès lors d'une conférence de presse. Des millions de personnes à travers le monde furent dévastées par la perte soudaine d'une figure aussi aimée. Le prince Charles, accompagné des sœurs de Diana, se rendirent à Paris pour rapatrier son corps à Londres. Ce fut un moment déchirant, surtout pour ses fils, William et Harry, qui n'avaient alors que 15 et 12 ans. Suite à l'accident, beaucoup se demandèrent si Diana avait été suffisamment protégée. Après son divorce, elle avait demandé une réduction de la sécurité pour avoir plus d'intimité, ce qui avait diminué le niveau de protection dont elle jouissait auparavant.
Certains se demandèrent si le résultat aurait été différent si sa sécurité était restée inchangée. L'accident alimenta également des théories du complot, certains se demandant s'il s'agissait vraiment d'un accident. Cependant, une enquête britannique, l'opération Paget, conclut plus tard que l'accident avait été causé par une conduite imprudente et la poursuite des paparazzis, l'alcool dans le sang d'Henry Paul, ayant joué un rôle important. Malgré les conclusions officielles, beaucoup se demandent encore « et si Diana avait porté sa ceinture de sécurité ? Et si elle n'était pas partie du Ritz ce soir-là ? Et si Henry Paul avait été sobre ?» Ces questions persistantes hantent toujours ceux qui pleurent de sa perte. C'était le 20 juin 2024 à Riverside, Alabama, une petite ville de tout juste plus de 2000 habitants, à environ 40 minutes de Birmingham. Au cœur de la ville se dressait l'église baptiste de Riverside, un édifice vieux de près de 100 ans et profondément ancré dans l'histoire de la communauté. Mais tôt ce jeudi matin, tout changea. Vers 1h30, la police reçut un appel. Une voiture avait percuté l'église et le bâtiment était en feu. Des pompiers de Riverside et de la ville voisine de Pell City se précipitèrent sur les lieux, mais malgré leurs efforts, l'église ne put être sauvée. À l'intérieur du véhicule accidenté se trouvait le corps d'Anthony Banks Jr., âgé de 19 ans. Selon la police, il avait perdu le contrôle de sa voiture en prenant un virage serré près de l'église. Son véhicule avait quitté la route, percuté l'édifice et déclenché l'incendie. Les flammes étaient d'une intensité redoutable. Anthony ne survécut pas. Il venait tout juste d'avoir 19 ans, seulement 17 jours plus tôt. Plus tard, sa mère partagea son chagrin en ligne en sollicitant de l'aide pour couvrir les frais funéraires. Elle écrivit « Sa vie n'avait même pas commencé avant d'avoir été tragiquement arrachée. Des amis se souvinrent de lui comme d'un jeune homme aimable, joyeux et capable d'illuminer l'atmosphère rien qu'en étant présent. » Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. 3 jours plus tard, presque à la même heure dans les premières heures d'un dimanche, le 23 juin, une autre tragédie survint. À 0h53, la police de Riverside était à la poursuite d'un BMW X5 de 2019. La conductrice, qui avait pris la voiture appartenant à un membre de sa famille sans autorisation, refusait d'arrêter le véhicule. Elle filait à vive allure dans la même zone où s'était produit l'accident d'Anthony. La conductrice n'était autre que Jennifer L. Arellano Maldonado, la petite amie d'Anthony. Au cours de la poursuite, elle perdit le contrôle de son véhicule. Celui-ci dérapa près des ruines de l'église incendiée, heurta un mur de briques et prit feu. Ne portant pas sa ceinture de sécurité, elle fut piégée à l'intérieur. Tout comme Anthony, elle ne survécut pas. 2 jeunes vies, 2 accidents, exactement au même endroit, à seulement 3 jours d'intervalle. Les autorités confirmèrent le lien entre Anthony et Jennifer. L'église, jadis symbole de la communauté, était désormais le théâtre de 2 accidents déchirants. L'accident de Jennifer venait ajouter encore plus de désolation aux décombres déjà brûlés. Les pompiers expliquèrent que les 2 collisions avaient engendré des incendies difficiles à maîtriser. Dans le cas d'Anthony, les flammes durèrent jusqu'au lendemain matin et nécessitèrent même un soutien aérien. Par la suite, le service incendie et de secours de Riverside publia un message exprimant sa compassion envers les familles et la communauté de l'église. Suite à l'accident de Jennifer, le brigadier d'État Brandon Bailey confirma qu'elle était en fuite devant la police. Le véhicule qu'elle conduisait avait été signalé comme disparu par un membre de sa famille. Le lundi, la police précisa que son accident s'était déroulé au même endroit que celui d'Anthony. Le maire, Rusty Jessup, déclara qu'il prévoyait de la reconstruire. Un résident local, Harry Swinner, commenta « Je déteste la voir dans cet état. J'espère qu'ils la reconstruiront et qu'elle retrouvera toute sa splendeur d'antan. C'était une très belle église. » Même si l'église n'existe plus, l'impact émotionnel de ces événements ne cesse de se faire sentir. Ce qui rend cette histoire particulièrement douloureuse, c'est la façon dont tout semble lié. 2 adolescents en couple, tous 2 fauchés lors d'accidents enflammés au même endroit, à quelques jours d'intervalle et pratiquement à la même heure de la nuit. Les enquêteurs travaillent encore pour comprendre ce qui s'est passé. Il n'est pas clair si l'un ou l'autre accident a été intentionnel. La police examine d'éventuels facteurs tels que des défaillances mécaniques, une détresse émotionnelle ou d'autres influences. La mère d'Anthony continue de publier des hommages à son fils. Une collecte GoFundMe qu'elle a lancée avait déjà permis de récolter 450 $ à mi-semaine. Elle écrit « En rédigeant ces mots, des larmes coulent inlassablement. Je prie pour que tout ceci ne soit qu'un cauchemar dont nous nous réveillerons bientôt. » L'Alabama Law Enforcement Agency et le département de police de Riverside poursuivent leur examen de ces 2 incidents. Pour l'heure, aucune réponse claire n'a encore été apportée. Une église détruite, un virage serré et 2 vies fauchées de manière inimaginable dans ce petit coin de calme que personne n'aurait pu imaginer être le théâtre d'une telle tragédie. Le matin du 18 février 2023, Giovanni Mendoza Martinez, âgé de 31 ans, conduisait sa Tesla Model S de 2021 sur l'Interstate 680 en Californie. Il avait activé la fonction autopilote de son véhicule, se fiant aux promesses de Tesla en matière de capacité avancée de conduite autonome. Son frère, Caleb,
se trouvait sur le siège passager. Soudain, la voiture heurta un camion de pompiers stationné, ce qui coûta la vie à Giovanni et laissa Caleb avec de graves blessures. Cet accident tragique a entraîné un procès contre Tesla. La famille de Giovanni affirmant que l'entreprise avait induit les clients en erreur sur les véritables capacités de son système autopilote. Ils soutiennent que Tesla et son directeur général, Elon Musk, ont présenté la technologie comme étant plus avancée qu'elle ne l'était réellement, offrant ainsi aux conducteurs un faux sentiment de sécurité. Tesla, en revanche, rejette toute responsabilité, précisant que les conducteurs doivent rester attentifs et garder le contrôle de leur véhicule en tout temps. L'accident s'est produit tôt le matin près de la baie de San Francisco. Des véhicules d'urgence, dont un camion de pompiers, étaient stationnés sur 2 voies de l'autoroute, avec leurs feux clignotants. L'autopilote de Tesla avait été activé depuis environ 12 minutes avant le choc. Selon le procès, Giovanni n'avait effectué aucun ajustement manuel pendant ce laps de temps. Ni freinage, ni direction, ni accélération. Le système n'a pas correctement détecté les véhicules d'urgence, interprétant mal la situation et ne réagissant pas en conséquence. La Tesla heurta le camion de pompiers à 71 miles par heure. Giovanni fut retrouvé coincé sur le siège du conducteur, tandis que Caleb survécut avec des blessures significatives. 4 pompiers présents sur les lieux subirent également des blessures mineures. Tesla soutient que cet accident est dû à une erreur du conducteur plutôt qu'à une défaillance du système autopilote. La société affirme que ces voitures sont conçues pour être sûres lorsqu'elles sont utilisées correctement et que les conducteurs ont la responsabilité de rester vigilants pendant l'utilisation du système. Tesla précise également que les blessures résultant de l'accident sont probablement dues à un mauvais entretien ou à une utilisation inappropriée du véhicule plutôt qu'à des défauts technologiques. Cependant, la famille Mendoza et leur avocat, Brett Schreiber, estiment le contraire. Ils soutiennent que le marketing de Tesla a conduit Giovanni à croire que la voiture était capable de se conduire seule en toute sécurité. Au lieu de lancer des rappels pour corriger les problèmes connus, Tesla a continué de déployer des mises à jour logicielles qui ne résolvent pas entièrement la problématique. Le procès met en lumière le fait que Tesla a souvent surestimé la sécurité de ses fonctionnalités de conduite autonome. Entre 2015 et 2022, la société a reçu plus de 1000 signalements d'accidents liés à l'autopilote et 3000 plaintes concernant des accélérations ou freinages brusques. Malgré cela, Tesla continue de présenter cette technologie comme quasi parfaite. Musk lui-même a maintes fois formulé des déclarations audacieuses sur les capacités de conduite autonome de Tesla. En 2014, il avait affirmé que les conducteurs pourraient bientôt parcourir une autoroute de l'accès à la sortie sans toucher aux commandes. En 2016, il déclarait que l'autopilote était probablement meilleur qu'un conducteur humain. De telles déclarations ont convaincu de nombreux utilisateurs, dont Giovanni, que la technologie était plus sûre qu'elle ne l'était en réalité. La famille Mendoza soutient que Tesla n'a pas fourni d'avertissements adéquats sur les limites de l'autopilote. Ils estiment que Giovanni aurait été plus prudent s'il avait été conscient des faiblesses du système. Au lieu de cela, le marketing de Tesla a créé une illusion de fiabilité conduisant à un accident qui aurait pu être évité. La National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, enquête sur le système autopilote de Tesla suite à de multiples accidents impliquant des véhicules d'urgence. En 6 ans, 16 incidents de ce type ont été recensés, entraînant 15 blessures et un décès. L'agence examine si les affirmations de Tesla concernant les capacités de l'autopilote ont induit les consommateurs en erreur. Le procès intenté par la famille Mendoza dépasse le seul cas de Giovanni. Il soulève des préoccupations plus larges quant à la sécurité des technologies de conduite autonome. Bien que l'idée des véhicules autonomes soit séduisante, cette affaire démontre que la technologie est encore en développement et peut comporter des risques sérieux. Pour l'instant, le procès n'est pas résolu. La famille Mendoza continue de demander que des responsabilités soient établies, espérant ainsi prévenir de futures tragédies similaires. Leur affaire rappelle avec insistance que, si la technologie peut améliorer la sécurité, les entreprises se doivent d'être honnêtes quant à ses limites. En attendant, les conducteurs doivent demeurer vigilants, quelle que soit la sophistication apparente de leur véhicule. Nous sommes juste après minuit, le 11 mars 2009 à Newport Beach, Californie. Les rues étaient silencieuses jusqu'au grondement de 2 moteurs. Une Porsche blanche de 1977 et une Ferrari 360 Challenge Stradale rouge fonçaient à près de 160 km/h. Au volant de la Porsche se trouvait Jeffrey David Kirby, 53 ans. Dans la Ferrari, Charles Mask Lewis Jr., cofondateur de Tapu, l'une des plus grandes marques d'arts martiaux mixtes, MMA. Charles, né le 23 juin 1963, n'était pas combattant professionnel, mais un passionné visionnaire de MMA bien avant son essor médiatique.
En 1997, lui et deux amis, Dan Punkas Caldwell et Tim Skyscrape Katz, vendaient des t-shirts depuis le coffre d'une Mustang délabrée. Cette modeste entreprise devint Tapout, sponsor de combattants et vecteur majeur de la reconnaissance du MMA. Dès 2007, Tapout générait plus de 22 millions de dollars de chiffre d'affaires chaque année. Connu pour son maquillage de guerre et sa personnalité flamboyante, Charles était aussi réputé pour sa générosité et sa loyauté. Il aidait financièrement de jeunes athlètes sans ressources. Dana White et Joe Rogan affirmaient que le MMA ne serait pas ce qu'il était sans lui. Cette nuit-là, peu avant 1h du matin, Charles roulait dans sa Ferrari rouge, accompagné de sa petite amie de 23 ans, Lassie Lynn White. Des témoins ont rapporté que les deux véhicules conduisaient de façon agressive, slalomant entre les voitures comme dans une course-poursuite à grande vitesse. Kirby, qui avait consommé de l'alcool, affichait 2 condamnations antérieures pour conduite en état d'ivresse et, malgré le temps écoulé, son taux d'alcoolémie restait 2 fois supérieur à la limite légale. Alors qu'il filait à vive allure, Kirby perdit le contrôle de sa Porsche et vint percuter la Ferrari de plein fouet. Celle-ci heurta un trottoir, puis s'encastra dans un lampadaire en béton. L'impact fut si violent que la voiture se scinda en 2, l'avant resta près du lampadaire, l'arrière vola sur près de 10 mètres. Charles, prisonnier des débris, fut déclaré mort sur place. Lassie fut projetée hors du véhicule et s'écrasa sur un talus de terre. Elle survécut, grièvement blessée, avec fractures et coupures. Kirby prit la fuite, abandonnant sa Porsche à un peu plus de 400 mètres. La police le retrouva et l'arrêta dans la nuit. Il fut inculpé de homicide involontaire, aggravé par état d'ivresse et de fuite après un accident mortel. Les analyses toxicologiques confirmèrent l'absence de toute substance dans le corps de Charles. Lui ne buvait pas, et ceux qui le connaissaient l'assuraient sans cesse. À l'inverse, Kirby était manifestement sous l'emprise de l'alcool. Lors du procès, la défense tenta de faire valoir que Charles roulait lui aussi trop vite, mais le jury ne fut pas dupe. Kirby fut reconnu coupable et risquait jusqu'à 13 ans de prison. La mort de Charles Lewis Jr. a profondément ébranlé la communauté MMA. Il n'était pas seulement un entrepreneur, mais un mentor et un ami. Des champions UFC tels que Chuck Liddell et Josh Barnett avaient vécu chez lui quand la vie leur résistait. Dana White déclara « On l'aimait ». Lorenzo Fertitta, alors PDG de Zuffa, ajouta que Charles avait maintenu financièrement de nombreux combattants à flot. Une cérémonie publique eut lieu le 14 avril 2009 à Garden Grove. En juillet, Charles fut intronisé au Hall of Fame de l'UFC, premier non-combattant à recevoir cet honneur. Son nom fut gravé à l'intérieur de l'octogone. Grâce à l'émission Tapout Reality Show, il avait présenté aux millions de fans des futurs talents comme Donald Cowboy Cerrone. Il donnait temps et argent, souvent sans rien attendre en retour. En 1999, Tapout réalisait 30 000 $ de chiffre d'affaires. En 2008, ce montant dépassait les 100 millions. Malgré ce succès, Charles restait centré sur l'humain. Sa devise était simple, il suffit de croire. Charles Lewis Jr. est mort au sommet de son influence. Son héritage perdure dans le sport qu'il a contribué à forger et auprès des combattants en qui il croyait. Nous sommes le 31 mars 2024 dans le nord de l'Italie. Vers midi, une Ferrari GTC 4 blanche fonce sur l'autoroute A4 en direction de la A5 entre Ira et Sant'Anna. À bord se trouve le DJ Nick Kastad, âgé de 40 ans et connu sous le nom de DJ Style Q, ainsi que la mannequin ukrainienne Anna Kravska, 21 ans. Plus tôt dans la journée, ils avaient quitté la boîte de nuit Jukebox Club à Séon, en Suisse, où Kastad venait de se produire. Ce qui avait commencé comme une balade à haute vitesse s'est transformé en l'un des accidents de la route les plus graves qu'ait connu l'Italie cette année-là. Anna, originaire d'Odisa en Ukraine, s'était fait un nom dans le mannequinat et vivait en Suisse. Très active sur les réseaux sociaux, elle y partageait ses voyages et son quotidien. Mais juste avant le drame, elle s'est tue. Ses amis se sont inquiétés lorsqu'ils n'ont plus eu de ses nouvelles après qu'elle leur eut annoncé son départ pour l'Italie. Kastad, de son côté, était une figure connue de la nuit européenne. Il avait joué en Albanie, en Allemagne, en Suisse et aux États-Unis. Bien qu'il résidât à Villanouve en Suisse, sa femme et ses 2 enfants, âgés de 11 et 14 ans, vivaient au Kosovo. La veille au soir, il avait enflammé la piste du Jukebox Club, puis on l'a vu repartir avec Anna. Vers 13h, un dimanche de Pâques, la Ferrari roulait à environ 200 km/h, 124 miles par heure, lorsqu'en approchant d'Alice Castello, Kastad a perdu le contrôle. La voiture a violemment percuté une glissière de sécurité. L'impact fut tel que la Ferrari se scinda en 2.
L'avant, où se trouvaient les deux passagers, fut broyé et prit rapidement feu. L'une des roues avant fut projetée à plusieurs mètres. Seul l'arrière resta à peu près intact. Les témoins affirment que la voiture filait à une vitesse folle juste avant la collision. Les secours, police, ambulanciers et pompiers sont arrivés en un éclair, mais il était déjà trop tard. Castad et Anna sont morts sur le coup. Les flammes compliquèrent l'identification des corps. Les autorités ont d'abord confirmé l'identité du conducteur, son cadavre gisant près du siège. Une montre en or ayant survécu à l'incendie a permis de l'identifier formellement. Quant à la jeune femme du siège passager, elle ne put être reconnue visuellement tant le feu l'avait défigurée, mais la police suisse venait tout juste de recevoir une fiche de disparition pour Anna. Les dates correspondaient. Elle avait prévenu ses amis qu'elle se dirigeait vers l'Italie et n'avait plus donné signe de vie. Des témoins du club attestèrent qu'elle était bien partie avec Castad. Les enquêteurs lancèrent alors des analyses ADN. Une seconde montre en or, la même que celle qu'Anna portait souvent sur ses photos de réseaux sociaux, fut retrouvée sur les lieux. Ses proches étaient convaincus qu'elle lui appartenait. La Ferrari, un bolide de luxe d'une valeur supérieure à 135 000 $, n'avait montré aucun signe de défaillance mécanique ni croisé d'obstacles routiers. Seule la vitesse excessive semblait en être la cause. Les clichés du lieu du drame illustrent l'ampleur du désastre. L'avant de la voiture réduit à l'état de métal calciné, seul l'arrière trahissant encore la silhouette du véhicule. Cette affaire a particulièrement marqué les esprits du fait de la notoriété des victimes. Anna et Castad rassemblaient chacun de larges communautés en ligne. Sans jamais confirmer officiellement leur relation, leurs proches confiaient qu'ils passaient de plus en plus de temps ensemble. Le frère de Castad, Hajimi, le décrivit comme un homme généreux et attentionné, un père aimant et un frère dévoué. Ses deux enfants se sont retrouvés orphelins de père. Les amis d'Anna, quant à eux, sont restés anéantis. Elle avait rebondi en Suisse. Sa vie semblait épanouie, mais tout s'est interrompu en un instant. La route a été coupée pendant des heures, tandis que les équipes de nettoyage ramassaient débris et pièces détachées jusqu'aux champs alentours. Chaque fragment a été répertorié pour tenter de comprendre les circonstances exactes de l'accident. Aucune piste criminelle, aucun facteur extérieur, juste une fraction de seconde de perte de contrôle à trop grande vitesse, un véhicule hors de portée de toute correction. Aucun avertissement, aucune échappatoire possible, simplement un crash mortel instantané qui a ôté de vie. Nous étions le 10 avril 1992. Sam Kinison, un célèbre comédien connu pour son humour bruyant et rebelle, se rendait à un spectacle à Laughlin dans le Nevada. Récemment, Sam avait fait d'importants changements dans sa vie, notamment en épousant Malika Swiri, une danseuse de 26 ans, et en adoptant la sobriété. Le trajet aurait dû être une simple routine, mais il allait finir de façon tragique. Sam s'était fait connaître comme un comédien exubérant, mais dernièrement, il essayait de mener une vie plus calme. Il venait de revenir de sa lune de miel et était enthousiaste pour l'avenir. Ce soir-là, il conduisait sa Pontiac Turbo Transam blanche depuis sa maison en Californie en direction du Nevada, traversant l'autoroute du désert. Pendant ce temps, un groupe d'adolescents faisait des courses dans un pick-up Chevrolet. Le conducteur, Troy Pierson, 17 ans, avait bu. Le camion était rempli de canettes de bière et il roulait à toute vitesse sur l'autoroute US 95, zigzagant dans le trafic en sens inverse. À seulement 50 km de sa destination, le camion a dévié dans la voie de Sam. Sam n'a pas eu le temps de réagir, l'impact a écrasé les deux véhicules. Les amis de Sam qui le suivaient ont assisté à toute la scène. Au début, Sam semblait aller bien. Il avait des coupures mineures et a réussi à sortir de sa voiture accidentée. Ses amis se sont précipités et ont essayé de le convaincre de s'allonger, mais Sam paraissait hébété. Il s'est mis à marcher et à parler comme s'il s'adressait à quelqu'un d'invisible. Son ami de longue date, Karl Labov, tenait la tête de Sam, essayant de le réconforter. « Je ne veux pas mourir », répétait Sam, sa voix remplie de peur. Puis, son ton a changé, exprimant de la confusion, en demandant « Mais pourquoi ?» Finalement, sa voix s'est adoucie, comme s'il acceptait quelque chose, disant « D'accord, d'accord, d'accord ». Un moment plus tard, Sam s'est effondré. Bien que Sam ait d'abord semblé indemne, il avait en réalité subi de graves blessures internes lors de l'accident. Sa tête avait heurté le pare-brise et il ne portait pas de ceinture de sécurité. Une autopsie a révélé des blessures majeures, dont une déchirure de l'aorte et une colonne vertébrale disloquée. Les dommages étaient fatals et Sam était décédé peu de temps après. L'épouse de Sam, Malika, a survécu avec seulement des blessures mineures. Elle avait été soignée à l'hôpital et est sortie le lendemain, mais le choc émotionnel de l'accident a été accablant. L'accident s'est produit sur un tronçon isolé de l'autoroute près de Needles, en Californie, à environ 120 km de Las Vegas.
La zone déserte était recouverte de gravier et de mauvaises herbes, et les tentatives de marquer le site avec un mémorial étaient sans cesse contrariées, les repères étant systématiquement volés. Troy Pierson, le conducteur du camion, a été accusé d'homicide involontaire pour négligence grave. Il a plaidé coupable et a écopé de probation, de 300 heures de travaux d'intérêt général, et son permis a été suspendu pour 2 ans. Il vit désormais à Las Vegas. La nouvelle de la mort de Sam Kinison a choqué ses fans et le monde de la comédie. Sam s'était forgé une réputation pour son style de vie extravagant et son humour bruyant et controversé. Mais ces derniers instants ont révélé une vulnérabilité que peu de gens connaissaient. Après avoir survécu à tant d'expériences risquées dans sa vie, sa mort dans cet accident semblait particulièrement tragique. La carrière de Sam avait été une tornade de succès et d'excès, devenu célèbre dans les années 80 pour son humour franc et sans retenue. Il est apparu à la télévision, a sorti des albums de comédie et s'est produit devant des salles combles. Mais en coulisses, Sam luttait avec des problèmes personnels, notamment l'addiction, qui ont affecté sa carrière et sa santé. Né à Yakima, dans l'État de Washington en 1953, Sam était le fils de 2 prédicateurs évangéliques. Pendant un temps, il a suivi leurs traces en devenant lui-même prédicateur pentecôtiste. Après un mariage raté et une crise de foi, Sam a quitté le ministère et s'est tourné vers la comédie. Son style intense et théâtral sur scène reflétait son passé de prédicateur. La grande opportunité de Sam est arrivée en 1985 lorsqu'il est apparu dans le Young Comedian Special de HBO. Cela a lancé sa carrière, le rendant célèbre pour son humour bruyant et audacieux. Mais à mesure que sa célébrité grandissait, ses luttes personnelles s'intensifiaient aussi. En 1992, Sam essayait de remettre sa vie sur les rails. Il avait signé un contrat pour 2 films et discutait d'un projet de variété avec Fox. Malheureusement, alors qu'il tournait sa vie dans la bonne direction, l'accident a mis fin à son avenir. La mort de Sam a été une perte significative pour le monde de la comédie. Il a été enterré à Tulsa, dans l'Oklahoma, où l'on peut lire sur sa pierre tombale « Dans un autre temps et un autre lieu, on l'aurait appelé prophète ». C'était en janvier 2022 à Voula, une banlieue en bord de mer située au sud d'Athènes, en Grèce. Zorzis Manoios, un homme d'affaires de 45 ans, originaire de Mykonos, venait tout juste de prendre possession de sa toute nouvelle Ferrari 488 rouge, d'une valeur d'environ 250 000 livres. C'était une voiture qu'il avait attendue avec impatience, une machine élégante et puissante. Ce soir-là, il l'a sortie pour une première balade avec sa femme Athéna Kontopanou à ses côtés. Zorzis n'était pas seulement un homme d'affaires, il était également bien connu dans toute la Grèce. En 2003, alors qu'il n'avait que 23 ans, il participait à la version grecque de l'émission de télé-réalité The Wall, alors qu'il était étudiant en informatique. Sa sérénité et son allure le distinguaient. Il eut même une brève relation avec une autre candidate, Giannakopoulou, qui ne dura pas longtemps, mais qui le maintint dans la mémoire du public. Après sa carrière télévisuelle, Zorzis retourna à Mykonos et lança sa propre marque de vêtements, Georgie, en ouvrant 2 boutiques. L'entreprise rencontra un franc succès et il devint une figure familière tant pour les habitants que pour les touristes. Lui et Athéna eurent 2 enfants et menaient une vie de famille paisible, mais cette nuit-là, tout tourna terriblement mal à seulement 3 km de l'endroit où il avait récupéré la voiture. Zorzis roulait sur la rue Constantinou Karamani, près de Pikodakia. La route longeait la côte et se rétrécissait par endroits. À un moment donné, il aurait tenté d'éviter un piéton. Ce faisant, il perdit le contrôle du véhicule. La Ferrari quitta la route et s'écrasa contre un arbre. Des témoins dirent que le moteur avait rugi bruyamment juste avant l'impact. L'impact écrasa l'avant de la voiture, qui prit immédiatement feu. Le chanteur grec Stan, qui se trouvait dans la voiture qui le suivait, vit l'accident se produire et se précipita pour porter secours. Athéna avait été partiellement éjectée du véhicule et était encore à une distance permettant de la dégager. Stan parvint à la sortir juste avant que le feu ne se propage. Elle s'effondra à proximité, grièvement blessée. Quant à Zorzis, il resta coincé à l'intérieur. Un parent venant dans une autre voiture se précipita également pour aider, mais ne put l'atteindre, les flammes s'étant propagées trop rapidement. Zorzis était enfermé derrière le volant et ne put être sauvé. Des images vidéo prises par des passants et partagées par la suite par des sites d'information grecs montraient la Ferrari complètement engloutie par les flammes, réduite en métal noirci en quelques secondes. La balade n'avait duré que quelques minutes. Les services d'urgence intervinrent rapidement, les pompiers éteignirent l'incendie et récupérèrent les restes de Zorzis. Athéna fut transportée à l'hôpital général d'État de Nikaia. Elle survécut, bien que ses blessures soient restées graves. La police ouvrit immédiatement une enquête, analysant les images des caméras de surveillance des environs et reconstituant les événements ayant précédé l'accident.
Aucune preuve ne permet de relever l'implication d'un autre véhicule. Les premiers rapports suggéreraient que Zortzis avait réagi pour éviter quelqu'un sur la route et que la puissance de la Ferrari, combinée à son inexpérience au volant, aurait pu jouer un rôle. L'accident laissa une empreinte profonde sur tout le pays. La sœur de Zortzis, Katarina Monogos, députée du parti Nouvelle Démocratie, reçut d'innombrables messages de soutien. Les gens se rappelaient de lui, non seulement pour ses passages à la télévision ou pour ses affaires, mais aussi pour la personne qu'il était. Certains rapports affirmaient qu'il avait été éjecté du véhicule, tandis que d'autres indiquaient qu'il était resté coincé à l'intérieur. C'est que la Ferrari fut détruite en quelques secondes et qu'il ne survécut pas. Athéna survécut grâce aux efforts de ceux qui se précipitèrent pour lui porter secours. Son état resta incertain durant les premiers jours, mais elle finit par s'en sortir. 3 ans plus tard, Katarina s'exprimait publiquement, déclarant que leur famille se concentrait désormais sur l'éducation de leurs enfants, en gardant en mémoire la douceur, le calme et la grande affection qu'il inspirait. L'enquête demeure ouverte, mais les premiers éléments suggèrent qu'aucun autre véhicule ne fut impliqué. Juste un instant de réaction, une voiture puissante et une route qui ne laissait aucune marge d'erreur. C'était le 26 juillet 2009 dans le comté de Westchester à New York. Diane Schuller, une mère de 36 ans de 2 enfants, conduisait le minivan de son frère avec 5 enfants à bord, son propre fils Brian et ses 3 nièces, après un week-end de camping en famille. Son mari Daniel la suivait dans son camion avec le chien familial. Ils se dirigeaient vers leur domicile à West Babylon. La matinée avait commencé comme n'importe quelle autre. Vers 9h30, le groupe fit ses bagages et quitta le Hunter Lake Campground à Parksville. En chemin, ils s'arrêtèrent chez McDonald's pour prendre le petit déjeuner. Des témoins dirent que, à ce moment-là, Diane semblait tout à fait normale. Ils firent ensuite une nouvelle halte dans une station-service Sunoco où Diane demanda des antidouleurs, mais le magasin n'en avait pas en stock. À 11h, Diane appela son frère Warren pour lui dire qu'ils étaient en retard à cause de la circulation. Mais 1 heure plus tard, des automobilistes commencèrent à signaler qu'un minivan roulait de manière erratique sur l'autoroute, en suivant de trop près, en klaxonnant et en faisant clignoter ses feux. Certains virent même une femme vomir sur le bas-côté. À 12h58, Emma, la nièce de 8 ans de Diane, appela son père paniqué. Elle expliqua que sa tante peinait à voir correctement et n'agissait pas normalement. Warren rappela Diane et remarqua qu'elle semblait confuse et peinait à articuler ses mots, allant jusqu'à l'appeler par un mauvais nom. Pourtant, Diane insista sur le fait que tout allait bien et accusa les enfants de faire trop de bruit. Warren lui conseilla de se garer et d'attendre qu'il arrive. Il partit immédiatement pour la rejoindre, mais lorsqu'il arriva, Diane avait disparu. À 13h30, Diane entra sur la Taconic State Parkway, mais dans le mauvais sens. Elle roulait vers le sud, dans les voies destinées à la circulation nord, à plus de 80 miles par heure. Des témoins décrivirent le minivan comme s'il filait en direction des véhicules venant en sens inverse. Certaines voitures dévoyaient, tandis que d'autres n'eurent pas le temps de réagir. À 13h35, le minivan entra en collision frontale avec un Chevrolet Trailblazer qui heurta ensuite un autre véhicule, un Chevrolet Tracker. Le tout se déroula en moins de 3 minutes. 7 personnes périrent sur les lieux. Diane, sa fille Erin, âgée de 2 ans, et ses 3 nièces, Kate, 5 ans, Allison, 7 ans, et Emma, 8 ans, furent toutes tuées. Les 3 passagers du Trailblazer, Michael Bastardi, 81 ans, son fils Guy, 49 ans, et leur ami Dan Longo, 74 ans, ne survécurent pas non plus. Le fils de Diane, Brian, âgé de 5 ans, fut extrait de l'épave vivant, bien que gravement blessé. L'un de ses cousins survécut initialement à l'accident, avant de succomber plus tard à l'hôpital. Brian fut le seul survivant, mais ses blessures allaient changer sa vie pour toujours. Les premiers intervenants découvrirent une bouteille de vodka brisée dans le minivan, ce qui devint un élément clé de l'enquête. Le rapport toxicologique de Diane révéla par la suite que son taux d'alcoolémie dans le sang était de 0,19%, plus du double de la limite légale, et que son organisme présentait des niveaux élevés de THC, suggérant une consommation récente de marijuana. Ces résultats stupéfièrent ceux qui la connaissaient. Diane jouissait d'une excellente réputation d'être responsable et attentionnée. Son mari, Daniel, nia fermement qu'elle ait jamais bu en présence de leurs enfants ou qu'elle ait consommé des drogues. Il croyait plutôt qu'elle avait peut-être subi une urgence médicale comme un accident vasculaire cérébral, expliquant ainsi son comportement. Mais les résultats racontèrent une histoire différente. Les enquêteurs confirmèrent que Diane avait bu lourdement avant l'accident, le taux d'alcool dans son sang correspondant à la quantité de vodka retrouvée dans le véhicule. Daniel continua de remettre en question ses conclusions en demandant des tests supplémentaires et même en faisant réexaminer les échantillons de Diane. Cependant, les conclusions ne changèrent pas. Diane avait bien été sous l'influence au volant et ses actions furent qualifiées d'imprudentes. Les autorités classèrent l'accident comme un cas de conduite négligente et les décès furent jugés évitables.
La tragédie conduisit à des appels pour des lois plus strictes. Le gouverneur de New York de l'époque, David Paterson, introduisit la Child Passenger Protection Act, rendant crime majeur le fait de conduire en état d'ébriété avec un enfant à bord. Des années plus tard, la famille de Diane demeure divisée. Certains pensent encore qu'une urgence médicale a pu provoquer son comportement, tandis que d'autres acceptent les conclusions de l'enquête. Mais pour ceux qui ont perdu des proches, le mal était déjà fait. Même aujourd'hui, plus d'une décennie après, une question continue de hanter tout le monde. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ce jour-là sur la Taconic Parkway ? Le 24 octobre 2024, un accident dévastateur à Toronto a coûté la vie à 4 personnes et a laissé une femme se battre pour survivre. L'accident impliquait une Tesla Model Y, un véhicule électrique high-tech réputé pour ses dispositifs de sécurité. Cependant, en ce jour tragique, la voiture s'est transformée en piège mortel. L'accident s'est produit à grande vitesse sur le Lake Shore Boulevard Est. Le conducteur a perdu le contrôle, ce qui a entraîné le percutage d'une glissière de sécurité avant que le véhicule ne heurte violemment un pilier en béton. L'impact fut d'une grande violence et, en quelques instants, la voiture s'est enflammée. À l'intérieur se trouvaient 5 amis, tous piégés alors que le feu se propageait rapidement. La Tesla Model Y, comme beaucoup de voitures électriques modernes, repose sur des poignées de portes électroniques nécessitant de l'électricité pour fonctionner. Après l'accident, les portes sont devenues inopérantes, rendant toute tentative de sortie quasiment impossible. La seule survivante, une jeune femme dans la vingtaine, a désespérément tenté de prendre la fuite, mais se retrouvait coincée à l'intérieur. Rick Harper, un employé de Poste Canada ayant assisté à l'accident, s'est précipité pour porter secours. Il décrivit plus tard la scène terrifiante, se rappelant comment la femme peinait à ouvrir la porte, paniquée, tentant d'en sortir, alors que les portes restaient bloquées. Réagissant rapidement, Harper saisit un poteau métallique et brisa la vitre, lui permettant ainsi de s'échapper. La femme émergea, rampant tête la première, se précipitant vers la sécurité. Malheureusement, les 4 autres passagers, Jaycee Sodhia, Digvijay Patel, Neeraj Goyal âgé de 25 ans et sa sœur Ketaba Goyal âgée de 29 ans, n'ont pas pu s'échapper. Harper n'avait d'abord pas réalisé la présence d'autres personnes à l'intérieur à cause de l'épaisse fumée. Lorsqu'il les aperçut enfin, le feu avait déjà consommé la majeure partie du véhicule. Il connut que les incendies de véhicules électriques lui sont difficiles à éteindre, notamment en raison des cellules de batterie lithium-ion. Dans ce cas, l'intensité de l'incendie a probablement été exacerbée par l'impact de l'accident. Les pompiers ont rapporté que les incendies de batteries Tesla requièrent d'énormes quantités d'eau et mettent beaucoup plus de temps à être maîtrisés que ceux des voitures conventionnelles. La défaillance des portes électroniques n'a fait qu'aggraver la situation. Les véhicules Tesla disposent d'une fonction de dérogation manuelle permettant d'ouvrir les portes en cas d'urgence, mais de nombreux propriétaires n'en sont pas informés. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que tous les modèles X ne possèdent pas cette fonctionnalité sur les portes arrière, signifiant ainsi que les passagers situés à l'arrière se sont retrouvés sans issue. Les enquêteurs tentent toujours de déterminer la cause exacte de l'accident, mais les premiers rapports suggèrent que le conducteur a perdu le contrôle avant de heurter la glissière de sécurité puis le pilier. Tesla a fait la promotion de ses véhicules comme étant parmi les plus sûrs au monde, mais cet incident a soulevé de sérieuses inquiétudes quant à leur conception. La National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, a déjà ouvert des enquêtes en se penchant notamment sur des problèmes tels que l'accélération involontaire et des systèmes de freinage défaillants. À présent, l'attention se porte sur les dangers potentiels des serrures électroniques de portes en situation d'urgence. Les experts en sécurité avertissent qu'en situation de chaos et de stress intense, la plupart des personnes d'Ocesterhul n'auront ni le temps ni les connaissances nécessaires pour trouver et utiliser la fonction de dérogation manuelle. Pour les victimes de cet accident, leur incapacité à évacuer le véhicule a peut-être fait la différence entre la vie et la mort. Les victimes de cet accident tragique étaient de jeunes individus dynamiques. Neeraj et Ketaba Goyal étaient frères et sœurs, reconnus pour leur gentillesse et leurs liens étroits. Leur disparition a profondément bouleversé leur famille et leurs amis. Jaycee Sodhia et Digvijay Patel étaient également très appréciés de leur entourage. Leur perte subite a profondément affecté leurs proches, qui peinent à se faire à l'idée de la manière effroyable dont ils ont perdu la vie. La seule survivante doit désormais affronter un long chemin de rétablissement, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan émotionnel. Elle devra vivre avec le traumatisme de ce jour, en sachant que ses amis étaient piégés à l'intérieur sans issue. Au fur et à mesure que les enquêtes se poursuivent, l'attention restera portée sur les dispositifs de sécurité de Tesla et sur la nécessité d'éventuelles améliorations. La tragédie a relancé les débats sur les risques liés aux véhicules électriques et sur l'obligation pour les fabricants de faire davantage pour garantir une évacuation sécurisée en cas d'urgence.
Pour l'instant, familles et amis pleurent la perte de 4 jeunes vies arrachées bien trop tôt. Même si l'avenir peut apporter davantage de clarté quant aux circonstances ayant conduit à cette catastrophe, rien ne pourra jamais compenser la perte dévastatrice subie ce jour-là. Nous sommes le 6 avril 2024 à Los Angeles, Californie. Vers 5 heures du matin, la ville est encore calme. À l'angle de Sherman Way et Rita Boulevard, 2 agents du LAPD remarquent quelque chose d'étrange. Une Lamborghini Huracan blanche de 2019 est immobilisée à un feu rouge. Lorsque le feu passe au vert, la voiture ne bouge toujours pas. Les policiers se rapprochent et braquent leurs projecteurs à l'intérieur. Derrière le volant, un homme a l'air endormi. Ils activent un de leurs gyrophares et font signe à la Lamborghini de se ranger. Le conducteur, Elliot Dugan, 51 ans, un habitant de la ville au long passé judiciaire, émerge du sommeil, ouvre la fenêtre et tend son permis ainsi que les papiers du véhicule, prétextant qu'il s'agit d'une voiture de location. Les agents retournent à leur véhicule pour vérifier l'immatriculation. La Lamborghini figure au registre des véhicules volés et Dugan fait l'objet de plusieurs mandats d'arrêt pour crimes graves. La situation bascule. Ce n'est plus un simple contrôle routier. Les policiers reviennent et demandent à Dugan de sortir du véhicule. Il refuse, clamant à nouveau que la voiture est louée légalement et réclamant ses papiers, se montrant de plus en plus insistant. Soudain, sans prévenir, il appuie à fond sur l'accélérateur. La Lamborghini fonce sur Sherman Way, atteignant plus de 180 km/h. Les agents regagnent précipitamment leur voiture de patrouille, mais Dugan a déjà pris de l'avance. Des images de vidéosurveillance montrent le bolide filer à 113 miles/h, environ 182 km/h, à travers les rues. Puis il n'est plus rien, ni freinage, ni avertissement, juste un choc brutal. Près de l'intersection de Van Alden Avenue et Sherman Way, la Lamborghini heurte la bande centrale à pleine vitesse et se brise en deux. L'avant reste près de la glissière de béton, l'arrière est projeté à près de 30 mètres. Les arbres aux abords sont détruits et des débris volent dans toutes les directions. Les caméras n'ont pas saisi l'impact, mais la vidéo embarquée des policiers en montre l'ampleur. Une moitié de la voiture occupe une voie ouest, l'autre est projetée sur la chaussée opposée. Des pièces détachées et des éclats de verre s'étalent sur plus de 30 mètres. De la fumée s'échappe de la carcasse et quelques flammes doivent être éteintes par les agents. En fouillant la scène, ils réalisent que Dugan n'est pas dans la voiture. Ils appellent son nom et interrogent des riverains. Confus par l'accident, mais personne n'a vu quelqu'un fuir à pied. Quelques instants plus tard, les policiers retrouvent le corps d'Elliot Dugan sur le trottoir devant un immeuble d'appartements tout proche. Il a été éjecté du véhicule lors du crash. Les secours arrivent rapidement, mais il est déjà trop tard. Dugan est déclaré mort sur place. L'accident cause aussi des dommages aux voitures stationnées. Plusieurs calandres et pare-brises où sont brisés, des toits cabossés et un arbre est tombé sur l'un des véhicules. Selon les rapports, Dugan avait été incarcéré à plusieurs reprises dans le comté de Los Angeles ces dernières années. Sa dernière sortie de prison remontait à janvier pour une affaire de délit mineur et il n'était pas sous caution au moment de l'accident. Après l'incident, le LAPD a publié les images des caméras piétons et de bord, retraçant l'intégralité de l'intervention, du contrôle initial au début de la fuite à haute vitesse. Une enquête interne a été lancée pour déterminer si les procédures ont été correctement appliquées. Visionnage des vidéos, analyse médico-légale et audition éventuelle de témoins. À ce jour, aucun détail supplémentaire n'a été communiqué sur le propriétaire d'origine de la voiture, ni sur les circonstances de son vol. Une chose est certaine, en quelques secondes, un homme sous le coup de mandat d'arrêt au volant d'un véhicule volé a pris une décision fatale. Elliot Dugan avait 51 ans. Le 22 juin 2019, à Glengarry, un paisible quartier de la banlieue d'Adélaïde en Australie méridionale, vers 22 h, tout bascule. Sophia Naimis, 15 ans, marche avec sa meilleure amie, Jordan Kalia, le long de Morphett Road. Élève au Brighton Secondary School, Sophia était reconnue pour sa gentillesse, son dynamisme et son esprit d'équipe. Volleyeuse, talentueuse, elle venait d'être sélectionnée pour représenter l'Australie méridionale dans un tournoi national en août 2019. Ses parents, Pia Vaughan et Luke Naimis, étaient très fiers de ses accomplissements. Cette soirée était comme les autres, jusqu'au moment où, à hauteur du restaurant House of Tea, spécialisée dans la cuisine chinoise, une Lamborghini Huracan blanche dévie soudain de sa trajectoire, franchit le trottoir et percute les 2 adolescentes avant de s'encastrer dans la façade. Au volant se trouvait Alexander Campbell, 37 ans, propriétaire depuis seulement 4 mois de ce bolide estimé à 330 000 $.
Le véhicule portait des plaques personnalisées arborant l'inscription PESICO et roulait en mode sport qui accroît la puissance du moteur mais désactive plusieurs systèmes de sécurité dont le contrôle de stabilité électronique. La violence du choc fut telle que Sofia succomba sur place. Jordan, grièvement blessée, fut transportée d'urgence au Flinders Medical Center. Depuis son lit d'hôpital, elle rendit hommage à son amie sur Instagram. « Tu resteras à jamais aimé et jamais oublié ». Des fleurs et des messages de condoléances affluèrent sur les lieux du drame et près de 2000 personnes assistèrent au mémorial public organisé en l'honneur de Sofia. Son établissement scolaire la décrivit comme une élève populaire. L'enquête révéla que Campbell, conscient des risques, avait sciemment désactivé les systèmes de sécurité avant de prendre la route par une nuit fraîche. Les procureurs affirmèrent qu'il avait déjà perdu le contrôle du véhicule au cours du même trajet. Accusé d'homicide involontaire aggravé par conduite dangereuse, il fut jugé en procédure sans jury 3 ans plus tard. Le tribunal n'a pas retenu la qualification d'accélération dangereuse, faute de preuves formelles, mais Campbell plaida coupable d'une infraction moins grave, conduite sans soin et sans attention. Lors de l'audience de condamnation, le juge Paul Musquette souligna que la désactivation volontaire des systèmes de sécurité et l'usage du mode sport témoignaient d'une négligence grave, bien au-delà d'une simple erreur passagère. Malgré cela, Campbell échappa à la prison ferme. En février 2021, il écopa d'une peine de 4 mois et 27 jours avec sursis, assorti d'un engagement de bonne conduite de 18 mois et de travaux d'intérêt général. Son permis de conduire fut suspendu pour 4 ans et 4 mois, durée dont une partie s'était déjà écoulée sous contrôle judiciaire. Hors du palais de justice, la mère de Sofia qualifia la sentence de ignoble, tandis que son père annonça qu'il se mobiliserait pour faire évoluer la législation. Leur combat porta ses fruits. Quelques années plus tard, la loi baptisée Sophia's Law fut adoptée en Australie méridionale. Elle prévoit désormais des amendes allant jusqu'à 5 000 $ pour toute désactivation des dispositifs de sécurité sur les véhicules puissants et crée une infraction spécifique pour mise en danger ou mise à mort par conduite imprudente, passible de 7 ans de prison. Les forces de l'ordre obtinrent en outre le pouvoir de suspendre immédiatement les permis sur place. Et un permis spécial sera bientôt exigé pour conduire des véhicules ultra puissants. Pour honorer sa mémoire, Volleyball SA lance en 2023 le Sofia Naimit SA Spirit Award, récompensant de jeunes sportifs incarnant compassion, esprit d'équipe et dévouement, des valeurs chères à Sofia. Le premier lauréat, Zephyr Bruce, avait fait preuve de solidarité envers ses coéquipiers malgré une blessure grave, recevant son trophée des mains de la famille Nemis. La vie de Sofia s'est arrêtée en une fraction de seconde lors d'une simple promenade. Un conducteur au volant d'un engin hors de contrôle a balayé son avenir et la justice n'a pas su rendre pleinement justice. Mais le combat de ses proches pour renforcer la loi a donné naissance à un legs durable assurant que sa lumière continue de briller. C'était tôt le matin du 27 septembre 1986 lorsque la tragédie frappa Metallica. Le groupe était en Suède, en tournée en Europe après le succès de leur 3e album, Master of Puppets. À seulement 24 ans, leur bassiste, Cliff Burton, avait déjà marqué la scène du heavy metal. Beaucoup pensaient que son talent aiderait le groupe à atteindre de nouveaux sommets, mais le destin en décida autrement. Metallica était à l'apogée de sa carrière. Master of Puppets avait reçu un disque d'or et les fans étaient captivés par le style agressif du groupe. Une grande partie de leur succès était attribuée à Burton, dont le jeu de basse unique ajoutait de la profondeur à leur son. Il repoussait les limites de ce qu'un bassiste pouvait faire, utilisant la distorsion et les effets pour apporter une nouvelle dimension à leur musique. Cliff était considéré comme un génie, quelqu'un qui continuerait à pousser le groupe dans des directions créatives, mais sa vie fut brutalement écourtée. Après un concert, le groupe monta dans son bus de tournée voyageant de la Suède vers Copenhague. Fatigués par les tournées constantes, les membres allèrent se coucher pour se reposer. Cliff Burton et le guitariste Kirk Hammett jouèrent aux cartes pour décider qui dormirait dans la meilleure couchette. Burton tira l'as de pique, gagnant ainsi la place. Vers 7 heures du matin, le désastre frappa. Le bus perdit le contrôle et glissa hors de la route. Le chauffeur affirma qu'ils avaient roulé sur du verglas, provoquant le renversement du véhicule. Burton, qui dormait dans une couchette supérieure, fut projeté par la fenêtre et le bus tomba sur lui, le tuant sur le coup. Le groupe était dévasté. Le chanteur James Hetfield chercha des traces de verglas dans la zone, mais n'en trouva aucune, ce qui éveilla des soupçons.
À ce jour, le groupe se demande si le verglas était réellement en cause ou si la fatigue du chauffeur ou un autre problème avait causé l'accident. La scène était terrifiante. Kirk Hammett se rappelle des cris de l'équipe et de la vision de Burton coincé sous le bus. Les tentatives pour le libérer échouèrent. Une grue fut amenée pour soulever le bus, mais celui-ci glissa, retombant sur le corps de Burton. On ne sait pas si Cliff était mort lors du premier ou du second impact, mais de toute façon il était parti. L'accident laissa Metallica brisé. Hetfield était rempli de colère, interrogeant le chauffeur et marchant des kilomètres dans le froid, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Hammett passa la première journée dans le déni, incapable d'accepter la réalité de la perte de son ami. Lorsqu'ils rentrèrent chez eux, le chagrin les frappa encore plus durement. Cliff était bien plus qu'un bassiste. Il était une figure clé de la direction créative du groupe et un ami proche. La nouvelle de la mort de Cliff Burton choqua le monde du métal. À seulement 24 ans, il était déjà devenu une légende. Son corps fut envoyé à un hôpital local en Suède où une autopsie confirma qu'il était mort de multiples blessures. Aucun alcool ni substance n'était impliqué, mettant fin aux rumeurs qui avaient circulé après l'accident. Cependant, les doutes sur le récit du chauffeur subsistaient, certains suspectant la fatigue comme la véritable cause. Le chauffeur fut disculpé de toute faute, mais le groupe resta avec des questions sans réponse. La véritable cause de l'accident demeure un mystère et elle continue de hanter Metallica à ce jour. Après l'accident, le groupe dut prendre une décision difficile. Devait-il continuer ou se dissoudre? Leur manager, Peter Mensch, les encouragea à aller de l'avant et à utiliser leur chagrin pour alimenter leur musique. Bien que cela semblait impossible au début, ils réalisèrent finalement que continuer serait la meilleure façon d'honorer l'héritage de Cliff. Le groupe recruta Jason Newsted comme nouveau bassiste et, en 1988, ils sortirent And Justice for All, leur premier album sans Burton. Bien que Newsted ait pris le rôle, de nombreux fans ressentirent l'absence de Cliff. Des morceaux comme To Live Is To Die et Orion servaient de hommage à lui, assurant que son influence restait une partie du son de Metallica. Bien que Metallica ait connu encore plus de succès par la suite, la mort de Cliff Burton laissait un vide qui ne pourrait jamais être comblé. En 2009, il fut intronisé à titre posthume au Rock and Roll Hall of Fame, assurant à jamais sa place en tant que l'un des plus grands bassistes de l'histoire. Il était tôt un dimanche matin, le 2 octobre 2022, à Saint-Pétersbourg, en Floride. 3 adolescents, Mario Banilla, âgé de 15 ans, Kandre Lang, également âgé de 15 ans, et Malaki Daniels, âgé de 16 ans, se promenaient dans un quartier paisible. La plupart des habitants dormaient encore, mais ces garçons n'étaient pas simplement de sortie pour flâner. Ils inspectaient les voitures pour vérifier si l'une d'elles avait été laissée déverrouillée. Lang utilisait sa chemise pour tirer sur les poignées de porte, veillant à ne pas laisser d'empreintes. Ils ne cherchaient aucune voiture en particulier, se fiant simplement à leur chance. Puis, sur l'allée située près de la 62e avenue North et de la 28e Street North, ils tombèrent sur une Maserati blanche de 2016. La voiture était déverrouillée et les clés se trouvaient à l'intérieur. Lang prit place au volant, Bonilla s'installa sur le siège passager avant et Daniels grimpa à l'arrière. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'un hélicoptère du shérif survolait la zone. Déployé pour une autre affaire à proximité, il aperçut par hasard les adolescents passant d'une voiture à l'autre. Les adjoints à bord de l'hélicoptère observèrent les teenagers entrer dans la Maserati et appelèrent immédiatement les unités au sol pour signaler un possible vol de véhicule. Lang sortit de l'allée et s'engagea sur la 62e avenue North sans allumer les phares. Il était à peine passé de 3h20. Les adjoints, dans des véhicules marqués, activèrent leurs gyrophares pour forcer l'arrêt de la voiture. Pensant être poursuivi, Lang appuya sur l'accélérateur, mais le bureau du shérif du comté de Penlith suit une politique stricte. Il n'est permis de poursuivre un véhicule que si certaines conditions sont remplies. Un sergent de surveillance ordonna aux adjoints de réduire leur vitesse et ils ralentirent à environ 35 miles par heure. L'hélicoptère continua de suivre la Maserati pendant que Lang accélérait rapidement. Quelques secondes avant l'accident, il roulait à 123 miles par heure. Aucun des garçons ne portait de ceinture de sécurité. Lang perdit le contrôle de la voiture qui franchit un trottoir, heurta une enseigne commerciale, puis fit un tonneau se retrouvant à l'envers dans un parking adjacent à un immeuble. La Maserati fut totalement détruite, pliée en deux sous l'impact. Les adjoints arrivèrent en quelques secondes. Bonilla, sur le siège passager avant, ne survécut pas tandis que Daniels, à l'arrière, fut grièvement blessé et transporté d'urgence à l'hôpital dans un état qualifié de critique. Lang fut lui aussi conduit à l'hôpital avec de graves blessures, bien que son pronostic de survie fût plus favorable. L'intégralité de l'événement, depuis le vol jusqu'à l'accident, fut enregistrée par l'hélicoptère. Le bureau du shérif publia par la suite cette séquence lors d'une conférence de presse, montrant Lang utilisant sa chemise pour ouvrir la portière de la voiture, les adolescents entrant dans le véhicule et la Maserati s'éloignant à vive allure, les phares
toujours éteint. 1 minute et demie plus tard, l'accident survint. Les enquêteurs découvrirent, à l'intérieur de l'épave, un pistolet de calibre 0,25 qui n'avait pas été légalement immatriculé depuis 1968 et qui serait passé de main en main de manière illégale. Aucun des adolescents ne possédait de permis de conduire valide. Bien que leur passé criminel ne fût pas lourd, leur comportement avait de plus en plus inquiété. En effet, quelques semaines plus tôt, le 11 septembre, ces mêmes adolescents avaient déjà été interceptés par des adjoints dans la ville voisine de Kenneth City alors qu'ils erraient dans un quartier aux premières heures du matin. Les policiers avaient contacté leurs parents et les garçons avaient été reconduits chez eux sans qu'aucune charge ne soit retenue. Après l'accident, les enquêteurs s'entretinrent avec les familles, qui étaient dévastées. Un père avait même décidé de changer d'école pour son fils, espérant ainsi remettre son parcours sur de meilleurs rails. Pourtant, cette nuit-là, tous les trois avaient quitté la maison sans que personne ne s'en aperçoive. Le shérif Bob Gualtieri expliqua que ces adolescents prenaient de mauvaises décisions et qu'ils n'avaient pas encore été confrontés aux vraies conséquences de leurs actes jusqu'à présent. Le propriétaire de la voiture, qui avait laissé la Maserati déverrouillée avec les clés à l'intérieur, fut contacté. Un seul choix a tout changé. L'un des adolescents est décédé. Un autre pourrait ne jamais s'en remettre, et le troisième a survécu mais doit désormais faire face à de lourdes conséquences juridiques. Tout cela à cause d'une voiture laissée déverrouillée. C'était le 3 septembre 1999 en Ontario, Canada. L'autoroute 401, l'une des plus fréquentées d'Amérique du Nord, commença la journée comme n'importe quel vendredi ordinaire. Le ciel était dégagé, les gens se rendaient au travail et les camions transportaient des marchandises. Mais juste après 8 heures, tout changea. Près du viaduc de Manning Road, à environ 10 km à l'est de l'aéroport de Windsor, un épais brouillard s'abattit soudainement. Ce n'était pas une simple bruine légère. Le brouillard était si dense que les automobilistes ne pouvaient voir qu'à 1 mètre devant eux. Un semi-remorque commença à ralentir dans la brume. Un autre camion qui le suivait se trouvait trop près et ne put s'arrêter à temps. Il se mit en écharpe, bloquant les voies. En quelques secondes, d'autres véhicules se percutèrent les uns les autres, dans l'incapacité de voir ce qui les attendait en amont. Ce qui s'ensuivit fut la succession de 5 accidents distincts survenus en l'espace de quelques minutes. Au total, 87 véhicules furent impliqués. Des incendies se déclarèrent, des explosions éclatèrent. Un agent décrivit par la suite la scène comme une énorme boule de feu. 7 personnes périrent sur les lieux et une autre décéda ultérieurement à l'hôpital. 45 autres furent blessés, certaines de manière grave, plusieurs voitures se fusionnèrent dans le feu, emprisonnant certains passagers à l'intérieur, et quelques personnes tentèrent de fuir, mais le brouillard rendait toute évacuation pratiquement impossible. La constable Lee Batt de la police provinciale de l'Ontario avait prévu de quitter le travail plus tôt pour participer à un tournoi de ballon. Mais dès qu'elle reçut l'appel signalant l'accident, elle se précipita sur les lieux. Elle remarqua de la brume s'élever des champs avoisinants, sans se douter de l'ampleur de la catastrophe. Pour rejoindre rapidement le site de l'accident, elle dut emprunter la rampe en marche arrière, direction ouest. Les opérateurs de répartition furent déconcertés, mais c'était le moyen le plus rapide. À son arrivée, elle découvrit des véhicules empilés, des gens appelant au secours et d'autres en état de choc. Quelques instants plus tard, une violente explosion se produisit à seulement 25 mètres. Ce week-end-là fut un flou pour Batt qui, toutefois, parvint à assister à son match. Elle se souvient encore de ce jour, chaque 3 septembre. À environ 1 kilomètre de là, Kirk Wallstedt, qui nourrissait ses ponts, perçut le fracas des collisions. À l'époque avocat, aujourd'hui vice-maire de Lakeshore, il constata que le brouillard recouvrait tout. Il se précipita sur l'autoroute où son père et son frère étaient déjà présents. D'autres véhicules continuaient de s'entrechoquer. Wallstedt aida à extraire des personnes de l'épave et les plaça dans son camion. Sur la propriété de son père, ils installèrent un poste de triage sous un arbre. Là, les survivants patientaient, certains espérant recevoir des nouvelles, d'autres étant grièvement blessés. Mais tout le monde ne put être secouru. Quelques personnes restant coincées. Wallstedt confie qu'il en rêve encore. Ce matin-là, le système météorologique de l'aéroport de Windsor avait échoué à détecter le brouillard et aucune alerte n'avait été diffusée. Cette défaillance pourrait bien avoir coûté des vies. Cette portion de l'autoroute 401 jouissait déjà d'une mauvaise réputation. Construite dans les années 1950 et 1960, elle ne comportait que 2 voies dans chaque direction sur de longues routes droites traversant des terres agricoles plates. Les conducteurs perdaient souvent leur concentration, phénomène connu sous l'appellation de hypnose autoroutière. Les habitants avaient même commencé à l'appeler l'allée du massacre. Rien qu'en 1999, 22 personnes étaient déjà mortes sur ce tronçon. Le ministre des Transports avait pourtant qualifié cette route de plaisante à conduire.
Gary McNamara, alors vice-maire de Tecumseh, reçut un appel alors qu'il se rendait au travail. Ce qu'il vit le laissa sans voix. Certaines victimes ne purent être secourues et une jeune femme ne fut même pas extraite de sa voiture. Informer sa famille fut l'un des moments les plus difficiles de sa vie. Le gouvernement installa des bandes rugueuses et intensifia les patrouilles, mais beaucoup estimèrent que cela ne suffisait pas. Un examen du coroner émit 25 recommandations de sécurité. Des poursuites s'ensuivirent et en 2004, l'Ontario entama une rénovation de 322 millions de dollars, achevée en 2010. Cependant, dès 2016, plusieurs sections de l'autoroute restaient inchangées. En 2017, un autre accident emporta 2 vies supplémentaires, ravivant la colère du public. Cette année-là, des barrières câblées à haute tension furent installées. Les résidents plaidèrent pour une barrière en béton intégral. En 2023, certaines portions furent achevées et en 2024, les travaux sont toujours en cours. 8 vies furent perdues, des dizaines furent blessées et toute une région resta à se demander comment cela avait pu se produire sans aucune alerte. C'était le 1er janvier 2025 lorsqu'une explosion a secoué l'entrée de l'hôtel Trump International à Las Vegas. Vers 9h, un Tesla Cybertruck stationné devant l'hôtel s'est soudainement enflammé, projetant des débris dans toutes les directions et provoquant la panique chez les clients ainsi que chez les passants. Il ne s'agissait pas d'un accident, c'était une attaque préméditée orchestrée par Matthew Alan Livelsberger, un soldat des forces spéciales de l'armée américaine âgé de 37 ans. Livelsberger avait préparé cette attaque à l'avance. Il avait loué le Cybertruck et l'avait chargé de mortiers à feu d'artifice, de bidons de gaz et de carburant de camping, le tout aménagé pour être déclenché à distance. Cependant, avant de déclencher l'explosion, il s'était déjà donné la mort en se servant d'une arme à feu placée près de ses pieds. Au moment de l'explosion, Livelsberger était le seul occupant du véhicule. 7 personnes aux alentours ont été blessées, mais aucune de manière critique. L'explosion n'a pas causé de dommages majeurs à l'hôtel, laissant cependant les enquêteurs en quête de réponse. Les autorités découvrirent par la suite des notes et un manifeste laissé par Livelsberger révélant ses motivations. Il y exprimait une profonde frustration politique ainsi que des luttes personnelles, affirmant que son acte avait pour but d'attirer l'attention de la nation. Il était convaincu que les gens ne réagissaient qu'aux événements extrêmes et voyaient dans l'explosion un moyen de mettre en lumière des problèmes qu'il estimait être ignorés. Ses écrits revenaient également sur son passé militaire, notamment sur son séjour en Afghanistan. Il évoquait les pertes auxquelles il avait assisté et le lourd fardeau qu'il portait à cause de son service. Il avait lutté contre de graves troubles mentaux tels que le syndrome de stress post-traumatique et la dépression, des problèmes exacerbés par des blessures physiques subies au combat, incluant plusieurs commotions cérébrales et des interventions chirurgicales du dos. Les enquêteurs ont découvert que Livelsberger préparait cette attaque depuis des semaines. Son historique de recherche contenait des informations sur les explosifs, les munitions et la réglementation relative aux feux d'artifice en Arizona. Il avait également documenté ses préparatifs en listant ses achats d'armes à feu, de matériel de camping et d'autres fournitures. Malgré son dernier acte, Livelsberger jouissait d'une grande estime dans l'armée. C'était un vétéran décoré, ayant effectué plusieurs missions en Afghanistan au sein d'une équipe des Green Berets. Ses collègues se rappelaient de lui comme d'un leader compatissant et compétent, prêt à risquer sa vie pour autrui. Il s'était même spécialisé dans le démantèlement d'engins explosifs, un contraste ironique avec la manière dont il avait choisi de mener son attaque. Son ex-petite amie, Alicia Artist, a révélé qu'il parlait souvent de ses combats intérieurs. Il décrivait le sentiment d'être prisonnier de son propre esprit, hanté par ses expériences militaires. Il évoquait en permanence sa douleur, tant physique qu'émotionnelle, qualifiant sa vie de combat constant. Son manifeste révélait une désillusion profonde face à l'état du pays. Il croyait que les États-Unis étaient en déclin et considérait qu'une action radicale était la seule manière de forcer le changement. Bien qu'il nourrit une admiration pour le président élu Donald Trump et pour le PDG de Tesla, Elon Musk, son attaque ne visait aucune personne en particulier. Il s'agissait plutôt d'une expression de son mécontentement généralisé envers la direction et le leadership de la nation. Malgré le caractère dramatique de l'explosion, celle-ci n'a pas provoqué la destruction à grande échelle qu'il avait peut-être envisagée. Si ces actions ont attiré l'attention, elles ont laissé bien plus de confusion que de clarté. Ses pairs militaires, qui le connaissaient comme un soldat loyal et désintéressé, peinaient à réconcilier l'image de l'homme qu'ils respectaient avec celle de la personne responsable de cette attaque. Les autorités poursuivent d'où leur enquête sur l'affaire, notamment concernant l'utilisation par Livelsberger d'outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT dans la planification de l'événement.
Son histoire soulève d'importantes questions sur le soutien en santé mentale pour les anciens combattants et sur les moyens de prévenir de telles tragédies. De nombreux militaires rentrent chez eux en portant des blessures invisibles et peinent à s'adapter à la vie civile. Nous sommes le 18 mai 2024 à Pune, en Inde. Vadan Agarwal, 17 ans, issu d'une riche famille de promoteurs, venait de passer ses derniers examens de fin d'études secondaires. Cette nuit-là, il est sorti fêter ça avec des amis. Le lendemain matin, 2 personnes étaient mortes et une affaire beaucoup plus profonde commençait à éclore. Privilèges, influence et tentative d'échapper à toute responsabilité. Vers 22h30, Vadan et ses camarades se rendent d'abord au Cozy, un bar du Koragon Park. Bien qu'ils soient tous mineurs, le personnel leur sert de l'alcool. Ils boivent jusqu'à minuit et dépensent 48 000 roupies payées avec la carte de crédit du grand-père de Vadan. Quand le Cozy refuse de les servir davantage, ils se rabattent sur le Black Club à l'intérieur du Marriott Suite où ils dépensent encore 26 000 roupies. À 1h22, ils quittent l'établissement. Extrêmement ivres, malgré la présence d'un chauffeur, Vadan tient pourtant à prendre le volant de la Porsche Taycan Turbo S non immatriculée de son père. Vers 2h30, alors qu'il file après, de 200 km/h au carrefour de Kiani-Nagar, il percute une moto transportant 2 informaticiennes de 24 ans, Anisha et Ashwini Kosha. Ashwini meurt sur le coup. Anisha est transportée à l'hôpital mais succombe à ses blessures peu après. La Porsche est pulvérisée à l'impact. Aucun freinage n'a laissé de traces sur la chaussée. Des riverains extirpent Vadan de l'épave et le remettent aux policiers. Mais en moins d'1 heure, l'affaire prend une tournure étrange. Le politicien Sunil Tingray arrive au poste, appelé par le père de Vadan, Vishal Agarwal, promoteur immobilier influent. Bientôt, la prise en charge par la police suscite l'incompréhension. Vadan n'est pas soumis au test d'alcoolémie avant plus de 8 heures, laps de temps suffisant pour faire disparaître toute trace d'alcool. Emmené vers 9 heures à l'hôpital Sassoon, il ne donne un échantillon de sang qu'à 11 heures. Des rumeurs affirment qu'on lui a servi pizza et burger en garde à vue, ce que la police dément. Peu après, on découvre que l'échantillon de sang prélevé ne lui appartient pas. Il aurait été échangé avec celui de sa mère. Cette révélation entraîne l'arrestation de membres du personnel hospitalier et d'autres complices. Vadan comparaît devant le tribunal pour mineurs et est libéré le jour même sous condition, rédaction d'un court essai sur la sécurité routière, présence quotidienne pendant 15 jours dans un poste de police, suivi psychologique et prise en charge pour son alcoolisme. L'indignation populaire gronde. Un mineur sans permis a causé 2 morts et s'en tire à si bon compte. Le 20 mai, le vice-premier ministre d'Andhra, Fednavis, se rend à Pune et réclame que Vadan soit jugé comme un adulte. De nouvelles arrestations suivent. Le père de Vadan est mis en cause pour avoir encouragé son fils à conduire et pour complicité en faveur d'un mineur, son grand-père de 77 ans est arrêté pour séquestration du chauffeur et tentative de faire porter le chapeau à ce dernier. 2 médecins éminents, le docteur Ajit Tawar et le docteur Shrihari Al-Noor, sont arrêtés pour avoir trafiqué l'échantillon sanguin de Vadan. Les enquêteurs découvrent que plusieurs personnes y ont proposé leur propre prélèvement pour masquer ceux des jeunes. Au final, un acte d'accusation de 900 pages détaille comment 7 individus ont manipulé les preuves. Les établissements qui les avaient servis sont fermés et d'autres clubs illégaux du secteur sont démolis. La libération sous caution de Vadan est finalement annulée. Il est placé en centre éducatif fermé jusqu'au 5 juin. Les poursuites sont renforcées, incluant des chefs d'inculpation pour homicide par négligence. 2 officiers de police sont suspendus et le commissaire lance une enquête sur les faveurs dont aurait bénéficié Vadan. L'affaire défraye la chronique nationale. Personnalités publiques et associations dénoncent un système judiciaire à 2 vitesses. Rahul Gandhi fustige le traitement de faveur réservé aux riches. Malgré les tentatives de dissimulation, la pression de l'opinion maintient l'affaire sous les projecteurs. Le 25 mai, après une requête de Veillance Hunt, la Haute Cour de Bombay ordonne sa remise à la garde de cette dernière. Puis, le 26 juillet, la police de Pune dépose officiellement son dossier d'accusation détaillé. 2 membres du tribunal pour mineurs sont écartés pour irrégularité dans la procédure de mise en liberté. Au bout du compte, la mort d'Anisha et d'Ashwini révèle à quel point l'influence peut fausser la justice. Leurs familles attendent toujours vérité, réponse et véritables conséquences. Nous sommes au petit matin du 18 mars 2012 à Pékin, en Chine. Les rues sont pour la plupart calmes, mais sur la North Fourth Ring Road, une artère majeure, se produit un accident qui va déclencher une énorme controverse. Une Ferrari 458 Spider noire filait à toute vitesse. À bord, 3 jeunes.
Le conducteur Lingu, 23 ans, était l'unique fils de Ling Jua, l'un des hauts fonctionnaires les plus influents de Chine et un proche collaborateur du président Hu Jintao. Avec lui, 2 jeunes femmes, apparemment partiellement ou totalement dévêtues. Certains ont supposé qu'elles entretenaient une intimité lorsque Lingu a perdu le contrôle. La Ferrari a percuté un mur à grande vitesse non loin du pont Bafouzi. Lingu est mort sur le coup. L'une des 2 femmes a également succombé tandis que l'autre a survécu, mais avec des séquelles irréversibles, paralysée du cou jusqu'aux pieds. Les premiers secouristes, confrontés à l'ampleur du choc, ont peiné à identifier les victimes, mais il est vite apparu que ce n'était pas un accident ordinaire. Peu après, une photo de la Ferrari en épave a été publiée dans le Beijing Evening News et a commencé à circuler en ligne. Sur les réseaux sociaux chinois, les internautes s'interrogeaient. Qui était le conducteur et comment une voiture aussi prestigieuse avait-elle pu finir ainsi? Mais très vite, les publications ont disparu. Des capteurs gouvernementaux ont effacé toute mention de l'accident. Les recherches là avec les mots Ferrari, Petit Ling ou Prince Ling ne donnaient rien. Dans l'ombre, les autorités œuvraient à étouffer l'affaire. Le nom de Lingu a même été modifié dans les documents officiels, peut-être remplacé par Jia, un homonyme de fake en mandarin. Cette substitution a semé la confusion, d'autant que Jia était également le nom d'un autre haut responsable mécontent des rumeurs. On rapporte que Ling Jua, le père, aurait vu le corps, tout en niant qu'il s'agissait de son fils. Selon certaines sources, il aurait alors usé de son influence auprès des services de sécurité de l'État pour contrôler les dégâts. Un informateur affirme qu'il a contacté Zhou Yongkong, alors en charge des affaires juridiques et politiques de la Chine, pour l'aider à camoufler l'incident. Si le gouvernement est resté muet, les hautes sphères politiques pékinoises savaient pourtant ce qui s'était passé. Lingu, fils d'un redoutable dignitaire, avait pulvérisé une Ferrari à plus d'un demi-million de dollars en compagnie de 2 femmes. La question brûlait, comment un jeune issu d'une famille de fonctionnaires au salaire modeste, environ 8 000 $ par an, pouvait-il s'offrir une telle voiture? Le pire, c'est que la tragédie survenait à quelques semaines d'une transition majeure du pouvoir. Le président Hu s'apprêtait à céder la place et Xi Jinping montait en puissance. Ling Jua, pressenti pour entrer au bureau politique, a vu sa carrière brutalement freinée. En août 2012, 5 mois après l'accident, il a été discrètement évincé de son rôle influent et rétrogradé à un poste moins prestigieux. Ce premier éclat a été révélé en exclusivité par le South China Morning Post de Hong Kong, qui a confirmé le décès de Lingu avant que la presse internationale ne s'empare de l'affaire. Les médias chinois, eux, ont gardé le silence. En ligne, l'indignation était vive. Encore une preuve des privilèges exorbitants accordés aux enfants de hauts responsables. Tandis que certains médias étrangers publiaient des détails non vérifiés, l'opinion publique en Chine continuait de murmurer sous cape. On raconte que les familles des 2 femmes ont reçu des offres d'argent pour rester silencieuses, notamment de la part d'un cadre du secteur pétrolier lié politiquement au Ling. Des comptes fictifs ont tenté de discréditer les témoignages, mais il était déjà trop tard. L'histoire avait fuité. En Chine, l'accident n'a jamais été reconnu officiellement, mais il reste gravé dans la mémoire collective comme l'un des scandales politiques des récents les plus retentissants, où se sont entrecroisés pouvoir, secrets et privilèges. La stupeur de ses camarades de promotion était immense. L'un de ses colocataires confiait qu'il projetait de poursuivre ensemble des études supérieures, mais plus jamais il n'a revu Lingu. Aucune déclaration publique, aucun jour de deuil national, juste un silence assourdissant. Pourtant, l'écrasement de cette Ferrari noire demeure l'un des événements les plus commentés de l'histoire politique récente chinoise, un choc brutal où le luxe a viré à la tragédie. Le 8 novembre 2020, à Harare, au Zimbabwe, Genius Kadungur, plus connu sous le nom de Jinimi, venait de quitter sa somptueuse demeure de Dombashava. Il roulait à bord de sa Rolls-Royce Wraith, une voiture estimée à environ 500 000 $. Il était aux alentours de 5 heures du matin. Janimi avait passé la nuit au Dreams Nightclub dont il était le propriétaire à l'occasion du 26e anniversaire de Michelle Amuli, alias Moana, influenceuse en plein essor et coach fitness. Le plan était de continuer la fête ailleurs, mais ils n'y sont jamais arrivés. Plus tôt dans la soirée, Kenimi avait posté une vidéo sur Instagram, l'air joyeux et excité, annonçant qu'ils allaient déboucher du champagne. Ce fut son dernier message pour ses plus de 600 000 abonnés. Dans la voiture avec lui se trouvait Moana, l'homme d'affaires de Malawit, Limumba Karim, et une femme originaire du Mozambique, identifiée seulement comme Elicia. Karim était recherché au Malawi pour son lien avec un scandale de fonds publics datant de 2013, impliquant plus de 24 millions de livres sterling. Il s'était réfugié en Afrique du Sud pour échapper à une arrestation.
Les témoins ont déclaré que le groupe semblait joyeux et ivre lorsqu'il a quitté le club. Les rues étaient quasi désertes. Alors qu'il circulait sur Bodale Road, un homme nommé Danny Kawanga a assisté à la scène. La voiture de Janembi est passée en trombe à côté de lui, puis a tenté de dépasser un autre véhicule. C'est à ce moment-là qu'elle est entrée en collision frontale avec une Honda Fit bleue arrivant en sens inverse. La Rolls-Royce a dérapé, a percuté un arbre et a pris feu. La Honda Fit a subi des dégâts sur un côté, mais son conducteur et son passager n'ont eu que des blessures légères. Autour de la Rolls, le spectacle était bien plus macabre. Kawanga raconte que le choc a été si violent que Ghanim a été éjecté du véhicule. Il se serait retrouvé à quelques mètres, conscient mais visiblement en détresse. Avec 3 autres personnes, Kawanga a tenté de l'extraire de l'épave. Selon un témoin, il tremblait et implorait de l'aide. En moins de 5 minutes, il a perdu connaissance et est décédé. Les autres passagers sont restés prisonniers à l'intérieur. L'impact avait bloqué les portières. Des gens aux alentours entendaient leurs cris, alors que les flammes se propageaient. Des riverains ont essayé d'éteindre l'incendie à l'aide de seaux d'eau et de branches, en vain. Le feu a pris trop rapidement. Moana, Karim et Elicia n'ont pas pu s'échapper. Leurs corps ont été carbonisés et sont devenus méconnaissables. Les équipes de secours ont passé des heures à les extraire des débris. La police a confirmé leur décès peu après. Dans un communiqué, l'assistant commissaire Paul Niati a indiqué que le véhicule avait pris feu après la collision, survenue lors d'une tentative de dépassement. Moana s'était fait un nom dans le milieu du divertissement zimbabwéen. Elle apparaissait dans des clips musicaux et était très active sur les réseaux sociaux. Son père, Ishmael Amuli, était dévasté. Leur relation s'est étendue après sa séparation de sa mère en 2017. Il élevait seul ses 5 autres enfants, reprochant à Moana son mode de vie jugé contraire à leurs convictions religieuses. Le passé de Karim a ajouté une dimension controversée à l'accident. Bien que son rôle exact dans l'affaire financière reste flou, son nom était régulièrement associé à des détournements de fonds publics. Quant à Elicia, son identité complète demeure inconnue. Djinimi, de son côté, était l'une des personnalités les plus en vue du pays. Entrepreneur, dès l'âge de 17 ans, il avait amassé entre 7 et 76 millions de livres sterling, principalement dans le secteur des hydrocarbures, et se faisait remarquer par sa passion pour les voitures de luxe, Lamborghini, Ferrari, Bentley, et ses fêtes somptueuses, parfois budgétées jusqu'à 50 000 $. Il avait d'ailleurs déjà fait l'objet d'enquêtes pour malversation financière, et plusieurs de ses véhicules avaient été saisis pour droits de douane impayés. Au moment de son décès, une Bentley était toujours retenue par la police. On signalait également ses liens familiaux avec Mary Mubai, épouse arrangée du vice-président du pays. Le crash a choqué la nation. Des foules se sont rassemblées sur les lieux. Personnalités publiques, fans et proches sont venus se recueillir. Sa sœur Nelia et sa manageuse Chalet étaient particulièrement affectées. Des obsèques étaient en préparation pour les 4 victimes. L'inhumation de Moana a été retardée en raison de coutumes religieuses et de différends familiaux. L'enquête policière se poursuit, mais il apparaît déjà que la vitesse et la conduite imprudente en sont les principales causes. Un témoin a même raconté que Ghanim avait tenté de venir en aide à ses amis, mais que la voiture a explosé avant qu'il ne puisse intervenir. Ce matin-là, 4 vies ont été fauchées en un instant. Quelques heures plus tôt, ils riaient et célébraient. Tout s'est achevé dans les flammes, le chaos et le silence. C'était le 5 août 2022 dans le quartier de Mar Vista à Los Angeles. Anne Heche, une actrice célèbre connue pour ses rôles dans Volcano et Souviens-toi l'été dernier, conduisait sa Mini Cooper. Ce matin-là, quelque chose a terriblement mal tourné. Vers 11h01, Heche a perdu le contrôle de sa voiture et s'est écrasée contre une maison sur Walgrove Avenue. L'impact a été violent et la voiture a immédiatement pris feu. Des témoins ont rapporté qu'elle roulait à environ 130 km/h dans une zone limitée à 40 km/h. La maison a été lourdement endommagée et les flammes ont consumé la voiture ainsi qu'Heche la piégeant à l'intérieur. Les secours sont arrivés rapidement mais ont eu des difficultés avec le feu et les dégâts structurels. Les pompiers ont mis environ 30 minutes pour libérer Heche du véhicule en feu, au cours desquels elle a inhalé une grande quantité de fumée. Heche était grièvement blessée et a été transportée à l'hôpital, puis transférée au Grossman Burn Center à West Hills. Elle souffrait de graves brûlures au 2e degré sur 12% de son corps, incluant son visage, son cou, ses épaules et sa poitrine, ainsi que de brûlures au 1er degré sur 40% de son corps. Elle s'était également fracturé le sternum, ajoutant à sa douleur et à son état critique. Les équipes médicales ont travaillé sans relâche pour la sauver, effectuant des greffes de peau sur son cou, son torse et ses membres. Malgré leurs efforts, Heche n'a jamais repris connaissance. Elle a été placée sous assistance respiratoire, mais son état ne s'est pas amélioré.
Le 11 août, 6 jours après l'accident, Eshe a été déclaré en état de mort cérébrale, ce qui est considéré comme un décès légal en Californie. Son cœur continuait de battre pendant qu'elle restait sous assistance pour un don d'organes. Sa famille a honoré ce désir par l'intermédiaire de la fondation One Legacy. Le fils aîné d'Esh, Homer, qui avait 20 ans, a partagé son chagrin dans une déclaration « Mon frère Atlas et moi avons perdu notre maman. Après 6 jours d'émotions presque insupportables, je reste avec une profonde tristesse. J'espère que ma maman est maintenant libérée de sa douleur. » Il a également remercié ses amis, sa famille et ses fans pour leur soutien en cette période difficile. Hollywood a été choqué par la mort de Esh et les hommages ont afflué de la part de collègues et de fans. Ellen DeGeneres, ancienne compagne d'Esh, a exprimé son chagrin en tweetant « C'est une journée triste. J'envoie tout mon amour aux enfants d'Anne, à sa famille et à ses amis. » L'actrice Patricia Arquette a également rendu hommage à Esh en disant « Repose en paix maintenant, Anne. Elle était une actrice incroyablement talentueuse qui a enduré plus de souffrances que quiconque ne devrait. » L'enquête sur l'accident a révélé qu'Esh était décédé de blessures par inhalation et par brûlure, ainsi que d'une fracture du sternum causée par la collision. Bien que des tests toxicologiques aient montré des traces de certaines substances contrôlées dans son système, il a été confirmé que l'une d'elles avait été administrée à l'hôpital pour soulager sa douleur. Le médecin légiste a déterminé qu'Esh n'était pas sous influence au moment de l'accident. Malgré la réponse rapide des secours, l'intensité de l'incendie et les dégâts structurels ont retardé son sauvetage, menant à sa fin tragique. La carrière d'Esh a duré des décennies et elle a connu la célébrité dans les années 80 et 90 grâce à des rôles dans le soap opéra Another World et des films comme Des hommes d'influence et 6 jours, 7 nuits. Sa performance dans le film de 2004, Gracie's Choice, lui a valu des critiques élogieuses et une nomination aux Primetime Emmy Awards. Elle a également reçu une nomination aux Tony Awards pour son rôle dans 20th Century à Broadway. Au-delà de son jeu d'actrice, Esh était connue pour son courage à défendre ses convictions. Sa relation avec Ellen DeGeneres à la fin des années 90 était révolutionnaire à une époque où les relations entre personnes du même sexe n'étaient pas largement acceptées à Hollywood. Elle a subi des répercussions pour sa décision, y compris la perte d'un contrat avec un grand studio, mais elle est restée fidèle à ses principes. La vie personnelle d'Esh a connu ses difficultés. Elle a épousé Coleman Coley Laffoon en 2001 et ils ont eu un fils nommé Homer. Après leur divorce en 2009, elle a eu un autre fils, Atlas, avec l'acteur James Tupper. Malgré ses défis, Esh était une mère dévouée. L'héritage d'Anne Heche perdure à travers ses films et l'impact qu'elle a eu sur ceux qui l'ont connue. Elle sera toujours rappelée pour son talent, son courage et son désir de diffuser l'amour et la bienveillance. C'était le 31 octobre 2006 à Lake Forest en Californie. Nikki Katsouras, âgée de 18 ans, venait de finir le déjeuner en famille chez elle. Étudiante calme et créative passionnée de photographie, Nikki n'était pas du genre impulsif, mais cet après-midi-là, elle fit quelque chose d'inattendu. Elle prit sans permission la Porsche Carrera de son père, modèle 911. Sa mère, Leslie, vit Nikki partir 10 minutes seulement après que son mari, Christos, eut quitté la maison pour se rendre au travail. Ce comportement était inhabituel chez Nikki, qui n'avait jamais conduit la Porsche auparavant. Alarmée, Leslie appela immédiatement Christos qui fit demi-tour, contacta les services d'urgence et se mit à sa recherche. Ce qui se passa ensuite dépasse l'imagination. Vers 13h38, Nikki circulait sur la route à péage 241 Toll Road à une vitesse supérieure à 100 miles par heure. Lorsqu'elle changea de voie, sa voiture heurta une Honda Civic, ce qui la fit perdre le contrôle. La Porsche dévia ensuite sur le terre-plein central et se dirigea vers la circulation en sens inverse avant de percuter une cabine de péage en béton. Les dégâts furent si sévères que Nikki mourut sur le coup. Le véhicule fut presque détruit et la scène laissa les premiers intervenants visiblement secoués. Lorsque ses parents arrivèrent sur les lieux, ils furent confrontés à une réalité déchirante. En raison de l'état de son corps, le coroner ne leur permit pas de la voir ou de l'identifier directement. La perte elle-même était insupportable, mais ce qui suivit aggrava encore davantage leur douleur. Quelques jours plus tard, la famille de Nikki apprit que des photos graphiques de l'accident avaient été diffusées en ligne. Ces images, prises par la California Highway Patrol dans le cadre de leur enquête, n'étaient jamais destinées à être partagées, mais elles l'ont été. 2 employés de la CHP, Aaron Reich et Thomas O'Donnell, reconnurent avoir distribué les photos. Reich les envoya à plusieurs personnes, y compris à des amis, tandis qu'O'Donnell affirma qu'il s'était seulement envoyé les images par courriel à lui-même. Bien que tous deux aient enfreint les règlements du service, ce qui suivit fut bien plus préjudiciable que prévu. Les photos se répandirent rapidement sur Internet. Elles apparurent sur les réseaux sociaux, des sites web et dans des chaînes de courriel. Certains sites les utilisèrent pour de faux hommages, d'autres les postèrent avec des légendes injurieuses. Bientôt, les internautes commencèrent à surnommer Nikki
Porsche Girl, se moquant d'elle et de l'accident. La famille reçut même directement ces images, accompagnées par exemple d'un message indiquant « Woohoo daddy, hey daddy, I'm still alive ». Le harcèlement fut implacable. Les parents de Nikki, Christos et Leslie reçurent les photos encore et encore. Leslie cessa complètement de consulter ses emails. La famille finit par retirer Danielle, la sœur cadette de Nikki, de l'école après qu'une menace fut proférée consistant à mettre les photos dans son casier. Leur vie fut bouleversée par des inconnus qui trouvaient du divertissement dans leur chagrin. La famille Katsouras tenta tout pour empêcher la diffusion des images. Ils envoyèrent des mises en demeure à divers sites, contactèrent les administrateurs web et utilisèrent des outils pour bloquer l'accès aux photos dans les moteurs de recherche. Mais chaque fois qu'ils en faisaient disparaître une nouvelle apparaissait. Cela semblait interminable. Ce qui rendait la situation encore plus insupportable, c'était de savoir que ces images provenaient des personnes censées les protéger. La réaction du public ne fit qu'ajouter à leur douleur. De nombreux commentaires en ligne blâmaient Nikki, la qualifiant de privilégiée et d'imprudente, affirmant qu'elle avait mérité ce qui lui était arrivé. Finalement, la famille engagea une action en justice contre la California Highway Patrol pour négligence et préjudice émotionnel. Au départ, l'affaire fut rejetée. Il n'existait pas alors de loi claire protégeant les familles dans de tels cas. Mais la famille Katsouras ne se laissa pas décourager. En 2010, la Cour d'appel de Californie leur donna raison. Le tribunal reconnut que la famille avait le droit de poursuivre et jugea inacceptable les actions des répartiteurs. 2 ans plus tard, la famille obtint un règlement à hauteur de 2,37 millions de dollars. Bien que l'argent ne puisse effacer les dégâts, il apporta une certaine clôture. La famille espérait que cette affaire aiderait d'autres à protéger la dignité de leurs proches dans des situations similaires. Mais même aujourd'hui, ces images n'ont pas disparu. Elles se refont surface sur Internet. Pour la famille Katsouras, le souvenir de Nikki reste profondément personnel. Ce qui leur est arrivé démontre jusqu'où peut aller la cruauté en ligne et combien il est difficile d'y échapper une fois lancé. Dans la nuit du 10 février 2024, un accident tragique survint dans un ranch isolé au Texas Hill Country. Angela Chao, directrice générale de la société de transport maritime Foremost Group et belle-sœur du leader de la minorité sénatoriale Mitch McConnell, perdit la vie dans un tournant imprévu et déchirant. Âgée de 50 ans, Angela était une dirigeante d'entreprise respectée et une philanthrope, admirée pour son esprit vif et son leadership dans le secteur du transport maritime. Angela avait invité des amis dans le ranch familial de 900 acres afin de célébrer le Nouvel An chinois. La propriété était un havre de paix doté d'écuries, d'une piscine et d'une maison d'hôtes où séjournaient ses proches. La journée avait été emplie de rires et de festivités et au fil de la soirée, ils partageaient dîner et boissons. Vers 23h30, Angela décida de quitter la maison d'hôtes pour retourner à la maison principale où son fils dormait. Plutôt que de marcher, elle opta pour parcourir la courte distance en conduisant sa Tesla Model X. Les images de vidéosurveillance montrèrent Angela marchant d'un pas chancelant vers sa voiture, arborant des signes évidents d'intoxication. Son taux d'alcoolémie fut ultérieurement mesuré à 0,23, soit environ 3 fois la limite légale. À 23h37, Angela monta dans sa Tesla, mais quelque chose se passa mal. Le véhicule se déplaça de manière imprévisible, avançant brusquement avant de reculer subitement. Il franchit une barrière en bois et se précipita dans un étang de la propriété. La voiture coula rapidement, emprisonnant Angela à l'intérieur. Paniquée, elle appela une amie proche en expliquant qu'elle avait accidentellement enclenché la marche arrière au lieu d'avancer. L'eau montait à l'intérieur du véhicule et malgré tous ses efforts, elle n'arrivait pas à s'échapper. Sa voix devint de plus en plus désespérée à mesure qu'elle prenait conscience qu'elle manquait de temps. Ses amis se mirent immédiatement en action. L'un d'eux sauta dans un kayak, pagayant en direction de la voiture qui coulait, tandis qu'un autre se jeta à l'eau pour tenter de l'atteindre. Ils grimpèrent sur le véhicule, déployant tous leurs efforts pour libérer Angela, mais l'eau montait trop rapidement. Les agents arrivèrent à minuit, mais à ce moment-là, la voiture était submergée depuis plus de 20 minutes. Le responsable du ranch leur indiqua que la porte arrière était ouverte, mais ils peinèrent à atteindre Angela. Après que le bris du pare-brise eut échoué, ils tentèrent d'ouvrir la vitre côté conducteur. Finalement, un agent parvint à la sortir du véhicule avec l'aide d'un secouriste. Les intervenants en urgence pratiquèrent des manœuvres de réanimation cardio-pulmonaire dans une tentative désespérée de la sauver, mais il était trop tard. Angela fut déclarée morte à 1h40. Cet accident constituait une perte dévastatrice pour sa famille, ses amis et ses collègues. Angela était reconnue pour son leadership visionnaire à Foremost Group, où elle avait ouvert la voie aux femmes dans l'industrie du transport maritime.
Elle était profondément admirée pour sa compassion envers ses employés et son engagement philanthropique. Elle coprésidait le conseil consultatif de The Asian American Foundation, œuvrant au soutien des communautés américano-asiatiques et insulaires du Pacifique. Son père, le Dr James S. C. Chao, la décrivait comme une dirigeante réfléchie et dévouée qui avait marqué les esprits. Angela était également une mère, une épouse, une sœur et une tante dévouée. Son mari, le capital risqueur Jim Breyer, était anéanti, tout comme le reste de sa famille, y compris sa sœur Helen Chao, ancienne secrétaire américaine au transport. Quelques jours seulement avant l'accident, Angela avait profité d'un concert et passé d'agréables instants avec des amis, rendant sa perte soudaine encore plus choquante. La tragédie fut aggravée par l'isolement du ranch qui retarda les opérations de secours. Malgré la réaction rapide de ses amis et des autorités, cela ne suffit pas à la sauver. La disparition d'Angela résonna bien au-delà de ses cercles personnels et professionnels. Ses liens avec le monde politique attirèrent une attention médiatique considérable sur l'incident. Bien que l'alcool ait joué un rôle, les autorités confirmèrent qu'il s'agissait d'un accident malheureux, laissant ceux qui la connaissaient pleurer à la fois les circonstances de sa mort et la perte d'une leader inspirante. Bien qu'elle ne soit plus parmi nous, l'influence d'Angela Chao dans les affaires, la philanthropie et dans la vie de ceux qui l'aimaient ne sera jamais oubliée.